Ethan Callahan n'avait pas parlé à une autre âme qui vive depuis 11 jours. C'est alors que sa botte heurta du bois creux. Et quelque chose sous le plancher de ce ranch abandonné lui répondit par une respiration. Il s'immobilisa. Ce n'était pas l'immobilité d'un homme qui a peur. C'était celle d'un homme qui a appris à ses dépens que le mauvais mouvement peut tuer des gens. Puis il l'entendit de nouveau. Une voix humaine, faible et rauque. « S'il vous plaît » murmura la voix depuis un endroit sous les planches pourries. « S'il vous plaît, ne partez pas. » Si vous découvrez cette histoire, abonnez-vous et suivez-la jusqu'au bout. Car ce qu'Ethan a trouvé sous ce plancher n'a pas seulement changé sa vie, ça a mis le feu à toute la vallée. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire a voyagé. L'été de 1884 pesait lourdement sur la chaîne de Bitterroot. C'était comme une couverture de laine trempée dans l'eau d'un ruisseau. Le genre de chaleur qui ne se calmait pas au coucher du soleil. Le genre qui s'infiltrait dans la résine des pins et qui donnait à toute la montagne une odeur de combustion lente. Ethan Callahan arriva par le col nord avec deux choses en tête. Les droits sur l'eau et rentrer à sa cabane avant la fin de la semaine. Ce n'était pas un homme qui s'attardait. Il avait 34 ans. Il était large d'épaules. Ses mains avaient posé des pièges, dépecé des élans et soigné des blessures par balles. Il avait aussi construit 3 bâtiments différents, en bois brut, sans jamais demander l'aide de personne. Il vivait seul, sur la crête supérieure de Bitterroot, depuis 6 ans. Il avait choisi cette vie avec la même détermination que d'autres hommes choisissent une femme ou un métier. Il avait choisi le silence. Il avait choisi l'altitude. Il avait choisi le genre de journée qui n'exigeait de lui rien d'autre que de la compétence. Le ranch Hartwell se trouvait à 12 miles en contrebas de sa propriété. Il était niché dans un large coude de la vallée. L'herbe y était devenue brune, et les poteaux de clôture penchaient comme de vieux hommes qui avaient renoncé à se tenir droit. Il avait entendu dire que la terre était vendue aux enchères, que la famille Hartwell s'était effondrée, d'une manière ou d'une autre. Des dettes, ou la mort, ou les deux. La façon dont les fortunes dans l'Ouest avaient tendance à se dissoudre plus vite qu'elles ne se construisaient. Il n'était pas venu acheter par sentimentalisme. Il était venu parce que la parcelle des Hartwell contrôlait l'alimentation du ruisseau Est. Et s'il ne sécurisait pas ses droits sur l'eau avant que l'été ne brûle un autre mois du calendrier, son bétail aurait des problèmes en septembre. Il attacha son cheval à la rampe du porche. Il resta un moment à regarder la ferme. La porte d'entrée était grande ouverte. Ce n'était pas inhabituel pour une propriété inoccupée. Ce qui était inhabituel, c'était le cadenas à l'extérieur d'une porte, sur le côté gauche de la structure. Un lourd cadenas en fer, le genre de cadenas qu'on met sur quelque chose qu'on ne veut pas qu'on trouve. Pas le genre qu'on met sur une cave pour garder les légumes au frais. Ethan le nota, le classa dans sa tête et entra. L'intérieur de la maison était dépouillé. Les meubles avaient disparu ou étaient cassés. Les rideaux étaient arrachés des tringles. Du papier était éparpillé sur le sol, comme si l'endroit avait été fouillé, encore et encore. La cuisine avait été vidée, à l'exception d'un poêle rouillé, et d'une tasse en étain par terre, près du mur du fond. La tasse contenait de l'eau récente. Le bord était encore humide. Il s'accroupit et toucha le sol près de la tasse. Il y avait un tapis, un vieux tapis tressé, le genre que les fermières fabriquaient avec des chutes de robes usées. Il aurait dû l'ignorer. Il a failli le faire. Mais le tapis était de travers, tiré légèrement sur le côté, et sous l'un de ses bords, les lattes du plancher avaient une couleur différente. Elles étaient plus sombres, usées et lisses, formant un rectangle. Cela ne correspondait pas au passage habituel dans la pièce. Ethan se releva lentement. Il repoussa le tapis avec sa botte. Une trappe au ras du sol, une poignée en anneau de fer, de vieilles charnières, et un verrou. Pas un loquet, pas un simple crochet, mais un solide verrou en fer, passé dans un support à l'extérieur, fermé par le dessus. Il le fixa du regard. Une porte de cave verrouillée de l'extérieur ne servait pas à stocker des légumes. Elle servait à enfermer des gens. Il s'accroupit et colla son oreille au bois. Silence pendant 3 longues secondes. Puis, si faible qu'il crut l'avoir imaginé, une respiration. Le genre de respiration humide et prudente. Le genre de respiration que prend une personne qui a appris que faire du bruit attire les punitions. « Hey !» dit Ethan. Sa voix sortit basse et plate, comme toujours quand il s'efforçait de garder son calme. « Je ne vais pas vous faire de mal.
Je vais juste ouvrir cette porte. Rien. Je vais l'ouvrir maintenant, répéta-t-il. Il n'avait pas de clé. Il n'en avait pas besoin. Il se releva, retourna à son cheval. Il prit le petit pied de biche qu'il gardait dans sa sacoche de sel pour arracher les piquets de clôture. Puis il revint à l'intérieur. Il lui fallut moins de 40 secondes pour dégager le support du verrou du bois. Les vis étaient vieilles, le bois ramolli par l'humidité. Tout le mécanisme se détacha dans un bruit semblable à un soupir. Il souleva la trappe. L'odeur le frappa en premier. De l'air confiné, une peau non lavée, et quelque chose d'acide et de médicinal en dessous. Une échelle descendait de 6 pieds dans l'obscurité. Il ne vit rien au début, puis ses yeux s'habituèrent, et il la vit. Elle était blottie dans le coin le plus éloigné de la cave, le dos contre le mur de fondation en pierre, les genoux ramenés à la poitrine, les poignets enveloppés dans un tissu qui avait été blanc autrefois. Ses cheveux étaient emmêlés d'un côté. Sa robe était déchirée à une épaule, et sombre de vieilles taches le long de l'ourlet. Elle le regardait avec des yeux qui n'étaient pas vides, pas brisés, pas sans expression, mais brûlant de la lassitude concentrée d'un animal. Un animal qui a été blessé trop de fois pour croire qu'une main tendue signifie quelque chose de bon. Elle paraissait avoir 27 ans. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. On aurait dit qu'elle était en train de décider s'il fallait le combattre ou le supplier. « Je suis Ethan Callahan », dit-il. « J'ai acheté cette terre ce matin à la vente aux enchères du comté. Je ne sais pas qui vous a mis ici, mais c'est moi qui vais vous en sortir. » Elle ne bougea pas. « Pouvez-vous vous tenir debout ?» demanda-t-il. Sa voix, quand elle parla, était rauque, éraillée sur les bords, mais elle était précise. « Combien d'hommes sont avec vous ?»« Aucun. »« Combien à l'extérieur ?»« Juste mon cheval. » Elle le regarda longuement. Quelque chose travaillait derrière ses yeux. Un calcul, une évaluation. Le genre de pensée qui ne s'arrête pas juste parce que votre corps a été malmené. « Il y a un homme nommé Silas Crow, » dit-elle. « Il a des cavaliers. S'ils vous voient me sortir d'ici, ils vous tueront. »« C'est un souci pour plus tard, » dit Ethan. « Pour l'instant, j'ai besoin que vous me laissiez vous aider à monter ces escaliers. »« Vous ne comprenez pas, monsieur. » Il garda sa voix égale. « Je comprends suffisamment. Vous avez été dans un trou dans le sol. Ça se termine aujourd'hui. Tout le reste, on pourra le régler une fois à la surface. » Elle le fixa. Puis lentement, avec les mouvements prudents de quelqu'un qui a appris que chaque action a un coût, elle se déplia de son coin et se dirigea vers l'échelle. Il tendit la main. Elle prit sa main. Pas avec soulagement, pas avec gratitude, mais avec la poigne contrôlée d'une femme qui prenait ce dont elle avait besoin, et qui se réservait le droit de le regretter plus tard. Il la hissa. Elle se tint dans la cuisine de la ferme, clignant des yeux face à la lumière de l'après-midi. Une lumière qui filtrait par les fenêtres sales. Et pendant un instant, elle se contenta de respirer. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Sa mâchoire était serrée. Elle ne pleura pas. Elle regarda la pièce, comme si elle cataloguait ce qui en avait été pris. « De l'eau, » dit-elle. Il lui tendit sa gourde sans un mot. Elle but. Des gorgées contrôlées. Pas les lampées désespérées de quelqu'un qui a perdu sa discipline. Elle la lui rendit. « Je m'appelle Evelyn Hartwell, » dit-elle. « C'est le ranch de mon père. Mon père est mort il y a 14 semaines. Avant même que le corps ne soit froid, Silas Crow a présenté un testament que personne n'avait jamais vu. Un testament qui laissait tout, la terre, les droits sur l'eau, le contrat avec le chemin de fer, à l'entreprise de Crow. Quand j'ai refusé de signer les documents de transfert, ils m'ont mise dans cette cave. » Ethan la regarda fixement. « Combien de temps? » 11 semaines. Elle le dit comme on dit un nombre devenu trop grand pour être ressenti. Ils apportaient de l'eau et des biscuits de soldats tous les quelques jours. Assez pour me maintenir en vie. Assez pour me maintenir disposé à signer. « Avez-vous signé? » Non. Il encaissa l'information. 11 semaines dans une cave en pierre, et elle n'avait pas signé. « Y a-t-il quelqu'un qui sait que vous êtes ici? Famille? Justice. » Quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait de l'amertume. Pas tout à fait du chagrin. Le shérif du comté est Wade Greer. Il a joué au poker avec Silas Crow tous les jeudis soirs pendant 4 ans. Elle marqua une pause. L'avocat de mon père est mort dans un accident de cheval il y a 6 semaines. Le juge de circuit n'est pas passé dans ce territoire depuis le printemps. Donc non, dit Ethan. Donc non, acquiesça-t-elle. Il se tourna et regarda par la fenêtre la cour. La terre était immobile dans la chaleur de l'après-midi. Pas de poussière sur la route. Pas de cavalier visible sur la crête. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'arrivait pas.
Les hommes de Crow avaient apparemment entretenu cet endroit. Ils passaient pour garder la femme en vie et docile. Cela signifiait qu'ils venaient selon un calendrier, et ils venaient de briser la serrure. « Ils le sauront, » dit Evelyn en le regardant. Elle avait suivi son regard. Femme intelligente. Elle lisait la même situation. Quand ils viendront la prochaine fois et trouveront la cave ouverte, ils sauront que quelqu'un est passé. Quand viennent-ils d'habitude? Le matin, tous les 3 ou 4 jours. Ils sont venus hier. Ethan hocha la tête. Alors nous avons 2, peut-être 3 jours. Pourquoi faire? Il la regarda directement. Pour décider de ce que vous voulez faire. Elle cligna des yeux. C'était la première fois que quelque chose comme la surprise traversait son visage. Ce que je veux faire, c'est votre terre, le nom de votre père, votre combat si vous le voulez. Il ramassa son chapeau là où il l'avait posé sur la chaise cassée et le tourna dans ses mains. J'ai acheté des droits sur l'eau ce matin. Je n'ai pas acheté une guerre. Mais j'ai été dans assez de situations pour savoir que s'en éloigner ne signifie pas toujours qu'on ne finit pas par y être entraîné. Il remit son chapeau sur sa tête. Alors, que voulez-vous faire, mademoiselle Hartwell? Elle resta silencieuse un long moment, assez longtemps pour que le vent change dehors. Et quelque part dans la vallée, un corbeau croassa 2 fois et se tut. « Je veux récupérer ma terre, dit-elle. Je veux Silas Crow devant un juge fédéral. Et je veux la preuve, le vrai testament. Les papiers de mon père, ils sont encore ici. Ils doivent l'être. Crow a fouillé cette maison 2 fois à ma connaissance. Mais mon père était un homme prudent. Elle regarda le sol. Il faisait confiance à certaines choses dans certains endroits. Où? Je ne sais pas exactement. Il ne me l'a jamais dit clairement, dit-elle. Elle marqua une pause, pinça les lèvres. Il disait que la mémoire de la vallée est plus longue que la portée de n'importe quel homme. Je pensais que c'était quelque chose qu'il disait quand il avait bu. Maintenant, je pense qu'il voulait dire quelque chose de spécifique. Ethan réfléchit à cela. Pouvez-vous monter à cheval? Elle se regarda. Elle vit sa robe déchirée, ses poignets bandés, et ses jambes qui avaient été pliées dans une pièce en pierre de 6 pieds pendant 11 semaines. Donnez-moi 1 heure, dit-elle, et quelque chose à manger. Il retourna à son cheval et rapporta la sacoche de sel, de la viande séchée, des biscuits de soldats à lui, une boîte de haricots qu'il transportait depuis 1 semaine. Il posa le tout sur le sol de la cuisine, car il n'y avait plus de table. Elle s'assit en face et mangea avec un soin méthodique. Ni vite, ni lentement. La façon dont une personne mange quand elle a appris à prendre ce qu'on lui donne et à le faire durer. Il s'assit en face d'elle et ne dit rien. Au bout d'un moment, elle dit « Vous ne posez pas beaucoup de questions. Vous avez répondu aux plus importantes, dit-il. » Elle le regarda. La plupart des hommes seraient déjà à mi-chemin de la ville. Ils essaieraient de savoir s'ils peuvent récupérer leur argent pour un achat de terrain qui vient avec un enlèvement. La plupart des hommes, acquiesça-t-il. Il prit un morceau de viande séchée et ne dit rien de plus. Elle mangea. La lumière de l'après-midi se déplaçait sur le sol sale de la cuisine. Dehors, son cheval changea de poids et souffla. Finalement, Evelyn Hartwell dit doucement « Pourquoi restez-vous » Ethan resta silencieux un moment. Il tourna le morceau de viande séchée dans ses mains. « Parce que vous n'avez pas craqué, dit-il. 11 semaines dans un trou, et vous en êtes sorti avec votre nom, l'affaire de votre père, et votre prochain coup. Vous n'êtes pas sorti en suppliant, vous êtes sorti en planifiant. » Il posa la viande séchée. « Je respecte ça. » Elle le regarda avec ses yeux prudents et brûlants. « Ce n'est pas une raison suffisante pour risquer votre vie, dit-elle. Peut-être pas, dit-il, mais c'est la raison que j'ai. Elle ne répondit rien à cela, mais quelque chose dans ses épaules, la façon dont elles étaient crispées, rentrées, se détendit d'une fraction de pouce. Juste une fraction. Le genre de mouvement qui n'est pas du soulagement, mais le début de son éventualité. Dehors, la chaleur de l'été pesait sur la vallée de Bitterroot. L'herbe était brune et les poteaux de clôture penchaient. La terre ressemblait à un lieu abandonné. Mais sous le plancher de la cuisine, la cave était vide. Maintenant, la porte s'ouvrait à la lumière. Et dans la ferme dépouillée, qui était maintenant techniquement la propriété d'Ethan Callahan, une femme qui n'avait pas cédé en 11 semaines était assise en face d'un homme qui n'avait pas encore décidé exactement ce qu'il faisait, seulement qu'il ne partait pas. 1 heure plus tard, elle se leva. « Je dois vérifier quelque chose, dit-elle. Dans la grange. » Il la suivit dehors. La grange était en pire état que la maison. La moitié du toit au-dessus du box s'était effondrée, et la structure restante sentait la vieille paille et l'abandon. Evelyn marcha directement vers le fond.
vers le mur de fondation en pierre à l'extrémité, là où un crochet en fer rouillé pendait d'un support. Elle passa la main le long du mortier entre les pierres, cherchant avec soin. Puis elle s'arrêta à une pierre particulière, à environ 3 pieds du sol. Elle avait une légère égratignure le long de son bord inférieur. Elle appuya ses 2 paumes contre elle et poussa sur le côté. La pierre ne bougea pas. Elle poussa de nouveau, plus fort, et cette fois, Ethan se plaça à côté d'elle, sans qu'on le lui demande. Il comprit l'angle de sa poussée et ajouta son poids dans la même direction. La pierre se déplaça, grinçant contre les autres, et derrière elle, dans une cavité pas plus grande qu'une sacoche de sel, des papiers enveloppés dans une toile cirée. Evelyn les sortit avec des mains parfaitement stables. Elle déballa la toile, étala les papiers sur le plat de la pierre adjacente. Elle les parcourut ligne par ligne, rapidement, les lèvres serrées. Puis elle s'arrêta. « C'est ça, dit-elle. » Sa voix était parfaitement égale. Le vrai testament, la signature de mon père, attestée par 3 hommes. Et ici, elle toucha un second document, l'acte de concession original, le contrat avec le chemin de fer. Tout ce que Crow a falsifié, les originaux sont ici. Elle leva les yeux vers Ethan. Il savait, dit-elle. Mon père savait que quelqu'un viendrait pour ça. Il l'a caché là où il savait que je le trouverais, si j'avais une raison de chercher. Ethan regarda les papiers, puis son visage. Et les hommes de Crow ont fouillé cette grange au moins 3 fois. Ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Mais maintenant, nous le savons, dit-il. Elle réenveloppa les documents dans la toile cirée avec des mains prudentes et délibérées. Elle les serra contre sa poitrine un moment. Quelque chose traversa son visage. Du chagrin, peut-être, ou quelque chose de plus compliqué que le chagrin. Le genre de sentiment qui vient quand on obtient enfin ce pourquoi on s'est battu, et qu'on réalise que ça ne ramène pas ce qu'on a perdu. Mon père était un homme bon, dit-elle doucement. Il n'était pas parfait, mais il a bâti cette vallée à partir de rien. Et ils ont pris tout ce qu'il a construit et m'ont mise dans un trou pour s'assurer que je ne puisse pas me défendre. Ils n'avaient pas prévu que le trou serait sur une terre que j'allais acheter, dit Ethan. Elle le regarda. Et pour la première fois, la toute première fois depuis qu'il avait soulevé cette trappe, quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas de l'évaluation, ni du calcul, ni la brûlure contrôlée d'une femme se tenant par la seule force de sa volonté. C'était quelque chose de plus silencieux que la gratitude. Quelque chose qui reconnaissait, sans vouloir en dépendre, qu'elle n'était pas entièrement seule. Non, dit-elle, il n'avait pas compté là-dessus. Il tendit la main et prit les documents enveloppés. Il les glissa dans sa sacoche de sel, là où il serait plus difficile à saisir dans une lutte. Plus à l'abri des intempéries et avec lui. Ce qui, pour l'instant, était l'endroit le plus sûr où il pouvait être. « Nous partons ce soir, dit-il. Crête supérieure, ma cabane. Elle est défendable, et les hommes de Crow ne connaîtront pas le terrain comme moi. Et ensuite, nous trouverons comment mettre ces papiers devant quelqu'un qui peut en faire quelque chose. » Il resserra la sangle de la sacoche. « Il y a un bureau foncier fédéral à Helena, et le tribunal de circuit siège de nouveau en septembre. C'est dans 2 mois. Alors nous avons 2 mois pour nous assurer que vous serez encore debout. Quand il ouvrira. » Evelyn Hartwell regarda l'homme en face d'elle, cet homme silencieux, indéchiffrable, difficile, qui était venu acheter des droits sur l'eau, et qui, à la place, l'avait sorti de l'obscurité. Et elle dit très précisément, « Vous allez devoir tout me dire sur cette crête. Si nous devons la défendre, je dois la comprendre. » Ethan faillit sourire. « Pas tout à fait, mais presque. Je vous le dirai en montant, dit-il. Nous devons partir avant que la lumière ne baisse. » Elle prit la gourde qu'il lui tendait. Et ensemble, l'homme des montagnes, qui n'avait pas parlé à une autre personne depuis 11 jours, et la femme qui n'avait pas respiré l'air libre depuis 11 semaines, sortirent de la grange des Hartwell. Ils entrèrent dans le lourd après-midi d'été, dans une guerre qu'aucun d'eux n'avait commencée, et dont un seul d'entre eux savait qu'elle arrivait. La vallée était calme autour d'eux, mais pas pour longtemps. La montée jusqu'à la crête d'Ethan a duré 2 heures, et Evelyn ne s'est pas plainte une seule fois. Cela voulait dire quelque chose. Ses poignets étaient toujours enveloppés dans ces bandes de tissu sale. Ses jambes n'avaient pas porté son poids correctement pendant 11 semaines, et elle montait un cheval d'emprunt sur un sentier de montagne, un sentier qui serpentait si fort que même les cavaliers expérimentés s'agrippaient aux pommeaux de la selle. Elle ne s'y agrippa pas. Elle se tenait droite,
les yeux balayant la lisière des arbres. La façon dont une personne bouge ses yeux quand elle a appris que le danger s'annonce visuellement avant de s'annoncer de toute autre manière. Ethan le remarqua. Il ne dit rien. Il maintint juste un rythme régulier et surveilla la crête au-dessus d'eux. Elle lui avait demandé de lui parler du terrain pendant la montée. Alors il le fit. Pas comme un homme dit à une femme quelque chose qu'il pense qu'elle a besoin de savoir, mais comme un éclaireur en informe un autre, de manière plate et spécifique. Il lui dit où le sentier se rétrécissait et où il s'élargissait. Il lui dit où un cavalier venant du sud devrait ralentir, et où quelqu'un à pied pourrait couper plus vite qu'un cheval. Il lui parla des deux approches de sa cabane, le sentier principal de l'Est et le chemin du ruisseau du Nord, que la plupart des gens ne connaissaient pas parce que ce n'était pas vraiment un chemin. Plutôt une série de décisions qu'une personne prenait en séquence si elle connaissait la terre. Elle écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle dit « Et s'ils viennent de l'ouest, directement par la ligne de crête ?» Il la regarda. Cette approche est une pente de 40 degrés sur de l'ardoise friable sur les 300 derniers yards. Un homme à pied pourrait le faire avec de bonnes bottes, du temps et de la patience. 6 hommes essayant de se déplacer vite et en silence ne le pourraient pas. Donc le sentier est d'Easy, et la menace principale, et le chemin du ruisseau est la secondaire. Il a dit que s'ils se séparent, ils se sépareront, dit-elle. Silas sépare toujours ses cavaliers. Il pense que cela démontre une intelligence tactique. Ethan ne dit rien pendant un moment. Alors vous savez comment il opère. J'ai grandi en le regardant travailler pour mon père. 14 ans. Il était le contremaître, bon dans son travail. Trop bon pour deviner ce que les hommes veulent et le leur donner avant qu'ils ne le demandent. Elle marqua une pause. Mon père lui faisait confiance. Moi, jamais. Mais j'avais 23 ans et ce n'était pas encore mon ranch. Alors je me suis tu. Qu'est-ce qui a changé? Mon père est tombé malade l'hiver dernier. Il a commencé à mettre ses affaires en ordre. Il a commencé à me parler de la terre, de ce qu'elle signifiait, de ce qu'elle valait, de ce qu'il voulait qu'il lui arrive. Et Silas a commencé à observer ces conversations. Elle ajusta sa prise sur les rênes. La semaine avant la mort de mon père, Silas est venu me voir en privé. Il m'a dit qu'il y avait un Nouveau Testament, m'a expliqué les termes. Il m'a dit que mon père avait décidé que la terre devait passer à l'entreprise plutôt qu'à une fille qui finirait par se marier et retirer le nom de l'acte de propriété. Et vous n'y avez pas cru. Mon père m'a dit 2 jours avant de mourir que cette vallée était à moi, que j'étais la seule à comprendre ce qu'il avait construit. Sa voix ne trembla pas, mais elle pinça les lèvres un moment avant de continuer. Il n'aurait pas changé ça, pas dans ces dernières semaines. Pour rien au monde. Ils atteignirent la crête supérieure, alors que la lumière commençait à tomber derrière les sommets de l'ouest. Et la cabane d'Ethan apparut. Une structure basse et solide, construite avec du bois qu'il avait coupé lui-même, adossée à une formation rocheuse naturelle qui couvrait les côtés nord et ouest. Pas de fenêtre sur les faces vulnérables. Une porte lourde avec une barre à l'intérieur. Une deuxième sortie à l'arrière qui ressemblait à un panneau de rangement, mais n'en était pas un. Evelyn la regarda. « Vous avez construit ça pour être défendu, dit-elle. « Je l'ai construit pour durer, dit-il. « C'est la même chose. » Il la fit entrer, alluma un petit feu dans le poêle. Pas assez pour produire une fumée visible dans le ciel nocturne. Juste assez pour chauffer les haricots et chasser le froid de l'altitude. Elle s'assit sur l'unique chaise et tint la tasse en étain qu'il lui donna à 2 mains. Elle regarda les murs. Il avait accroché ses cartes sur le mur est. Des cartes d'arpentage dessinées à la main par endroits, montrant la chaîne de Bitterroot et les systèmes de vallées en contrebas. Elle se leva après quelques minutes et se tint devant elle sans demander la permission. « Le contrat avec le chemin de fer passe par ici, » dit-elle, traçant une ligne avec un doigt bandé. « Mon père l'a négocié il y a 4 ans. Un accès exclusif de 20 ans par le corridor sud de la vallée. Ça vaut. » Elle marqua une pause. Une somme d'argent considérable pour quiconque contrôle la terre qu'il traverse. « Combien considérable ?» dit Ethan platement. Elle lui dit le chiffre. Il resta silencieux un moment. Puis il dit « Ce n'est pas un litige foncier. » « Non, dit-elle. « Ce n'en est pas un. C'est pour ça qu'ils vous ont gardé en vie. » Elle se tourna pour le regarder. « Si je meurs sans testament, sans signer le transfert, la succession entre en procédure de validation fédérale. Ce processus prend des mois et attire un examen extérieur. Tant que je suis en vie et qu'ils peuvent finalement obtenir ma signature, volontaire ou non,
Le transfert semble propre. Une fille en deuil, émotionnellement dépassée, cède une terre qu'elle ne pouvait pas gérer seule. Elle le dit sans expression. C'était le plan. Ethan posa sa tasse. Qui d'autre connaît toute l'histoire? Le contrat avec le chemin de fer, le vrai testament, tout ça. L'ancien avocat de mon père le savait. Il est mort maintenant. Elle le dit directement, sans inflexion. Et cette franchise disait tout ce qu'elle pensait du moment de cet accident. Il y a un homme nommé August Hale à Helena, au bureau foncier fédéral. Mon père correspondait avec lui au sujet des négociations avec le chemin de fer. Il reconnaîtrait la signature de mon père. Il saurait distinguer les vrais documents des faux. Helena est à 4 jours de cheval. Je sais, et si les hommes de Crow trouvent cette cabane avant que nous puissions bouger? Alors il ne faut pas qu'on nous trouve, dit-elle. Elle se retourna vers les cartes. Combien de positions sur le sentier est une personne? Peut-elle tenir avec un fusil? Il la regarda longuement. Elle faisait toujours face aux cartes, lisant toujours les lignes de terrain avec cette attention concentrée et brûlante. 2 positions solides, dit-il. 3 si vous êtes assez rapide pour vous déplacer entre elles avant qu'ils ne comprennent d'où viennent les tirs. Elle hocha lentement la tête. Mon père m'a appris à tirer quand j'avais 12 ans. Je n'ai pas touché un fusil depuis 2 ans, mais la mémoire musculaire ne part pas comme d'autres choses. Elle marqua une pause. Je devrais m'entraîner demain avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ethan croisa les bras. Mademoiselle Hartwell. Elle se tourna. Vous devez dormir, dit-il. Avant toute autre chose. Elle le regarda avec ses yeux prudents. Il pouvait voir le calcul en eux, l'instinct de dire qu'elle allait bien, que le sommeil était secondaire, qu'il y avait trop à planifier. Il regarda ce calcul traverser son visage, puis se résoudre lentement. Une question d'abord, dit-elle. Allez-y. Pourquoi vivez-vous ici seul? Demanda-t-elle. Parce que vous faites. Pourquoi? Il resta silencieux. Assez longtemps pour que le poil cliquette dans le silence. J'étais éclaireur pour l'armée, dit-il finalement. Pendant 7 ans. J'étais bon à ça. J'étais bon pour lire le terrain, pister les hommes et prendre des décisions rapides dans de mauvaises situations. Il prit sa tasse. J'étais moins bon pour ce qui venait après ces décisions. Ce à quoi ça ressemblait, ce que ça coûtait. Elle attendit. Je suis venu ici parce que la montagne ne vous demande pas de justifier vos choix, dit-il. Elle vous demande juste de les faire correctement. Elle le regarda un moment. Puis elle dit, c'est soit la chose la plus honnête qu'un homme m'ait jamais dite, soit la plus solitaire. Probablement les deux, dit-il. Quelque chose qui ressemblait presque à un sourire traversa sa bouche. Puis elle se tourna et regarda le sac de couchage qu'il avait étendu près du poêle. « Réveillez-moi aux premières lueurs, dit-elle. Je prendrai la garde, dit-il. Elle s'allongea sans discuter. Et en 4 minutes, il compta, non par suspicion, mais par l'attention silencieuse qu'il portait à tout. Sa respiration devint régulière et profonde. Le sommeil d'un corps qui s'était refusé le repos trop longtemps, et qui avait finalement, prudemment, décidé que la menace immédiate était assez faible pour lâcher prise. Il s'assit près de la porte, son fusil sur les genoux, et écouta la montagne. Ce fut une longue nuit, non pas parce qu'il se passa quelque chose, mais parce que son esprit travaillait d'une manière qu'il n'avait pas travaillé depuis 6 ans. Il analysait les variables, comptait les ressources, pensait à la survie d'une autre personne en plus de la sienne. Un calcul qu'il avait délibérément retiré de sa vie, et qu'il se retrouvait maintenant à faire de nouveau, sans l'avoir choisi. Il n'examina pas cela de trop près. L'aube vint, grise et fraîche, comme les matins de montagne en été, même quand la vallée en contrebas cuisait déjà. Evelyn était réveillée avant qu'il ne bouge. Il vit ses yeux s'ouvrir, la vit observer le plafond, puis la pièce, puis lui, dans le même balayage calme qui signifiait que son esprit n'avait pas passé la nuit perdue. Elle s'était réveillée exactement là où elle s'était endormie. À l'intérieur du même problème, prête à continuer. Elle s'assit. « Du café? J'en ai, dit-il. » Ils mangèrent sans cérémonie. Pendant qu'elle mangeait, il lui expliqua ce qu'il avait élaboré pendant la nuit. Le calendrier, les options, les variables. Elle écouta et mangea en même temps. Et quand il eut fini, elle ajouta 3 choses. Il n'avait pas considéré que l'homme de Crow, Caleb Mercer, le comptable des opérations, était celui qui avait réellement fabriqué les faux documents. Que Mercer avait des relations avec un courtier foncier territorial à Missoula qui s'occupait du blanchiment légal des transferts douteux. Et que Silas Crow, malgré toute son agression tactique,
suivait la direction stratégique de Mercer plus souvent que la plupart des gens ne le réalisaient. Ethan absorba cela. Donc Crow est l'arme, dit-il. Mercer est la main qui la dirige. Exactement. Elle posa sa tasse. Silas chargera fort et frappera vite. C'est son instinct. Mais Mercer sera celui qui lui aura dit où frapper et quand. Et Mercer pense en termes de paperasse. Il pense en structure légale et en documentation. Il voudra que le vrai testament soit détruit avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. Dès qu'il découvrira que ses papiers ont disparu de la grange, il agira vite, dit Ethan. Il agira le jour même, dit-elle, parce que chaque heure où ces documents existent est une heure où toute sa structure est en risque légal. Ethan se leva et alla à la fenêtre. La lumière était encore faible, mais le ciel était clair. Pas de signaux de fumée au fond de la vallée. Pas de mouvement sur le sentier et qu'il pouvait distinguer de cette hauteur. « Alors nous devons agir en premier, » dit-il. « J'ai un voisin, Hector Voss. Il élève du bétail à environ 8 miles au nord. Un homme bon. Aucun lien avec Crow. Il a 2 fils assez âgés pour monter vite. » Il se détourna de la fenêtre. « Si j'envoie un mot à Voss, il peut envoyer un cavalier à Helena en 3 jours, pour que Hale du Bureau foncier fédéral vienne vers nous avec l'autorité de documentation. » Elle était sur ses pieds. « Faites-le aujourd'hui. Je vais chez Voss. »« Je serai parti au moins 4 heures, » dit-il. « Vous serez seul ici. » Elle traversa la pièce, décrocha la Winchester du râtelier mural où il l'avait accrochée. Elle vérifia le mécanisme avec des mains lisses et entraînées. Porte de chargement, levier, visée le long du canon, en un seul mouvement continu. C'était, quoi qu'elle ait dit sur ces 2 ans loin de ça, entièrement fluide. Elle le regarda par-dessus le canon. « 4 heures, dit-elle. Je me débrouillerai. » Il la regarda. Il y avait quelque chose de presque douloureux dans son assurance. La façon dont elle tenait ce fusil. Pas comme une femme à qui on a donné une arme pour la rassurer, mais comme une femme qui a pris un outil qu'elle savait déjà utiliser. « Si quelqu'un monte ce sentier et pendant que je suis parti, » dit-il, « vous n'avez pas besoin de les retenir. Vous devez les ralentir. Tirez 2 fois depuis la première position. Bougez. Tirez 1 fois depuis la seconde. Bougez encore. Faites-leur croire que vous êtes plus nombreux. Et s'ils dépassent les 2 positions? Il y a un 2e fusil sous le panneau du plancher derrière le poêle, dit-il. Chargé. Munitions de rechange dans la boîte en fer à côté. Elle hocha la tête une fois. Il était parti en moins d'1 heure. Le trajet jusqu'au domaine de Voss dura exactement le temps qu'il avait dit. 4 heures aller-retour, avec 20 minutes à la propriété de Voss elle-même. Assez longtemps pour expliquer la situation à Hector Voss dans le langage direct et minimal qui rendit le visage du vieil homme tendu et sérieux. Puis immédiatement pratique. Voss avait connu la famille Hartwell, avait fait des affaires avec le père d'Evelyn pendant une décennie. Il ne posa pas beaucoup de questions. Il en posa une. « Elle est en vie? »« Elle est en vie, » dit Ethan. Voss se tourna vers son fils aîné. « Pars pour Helena aujourd'hui. Ne t'arrête pas. » Le fils était en selle et en route en 10 minutes. Ethan revint au galop. Il remonta le sentier en s'attendant au silence et l'obtint. Mais le genre de silence qui a été récemment habité, où l'air retient encore une trace de tension humaine. Comme la chaleur reste dans une pierre après que le soleil s'en est éloigné. Il entra dans la cabane, la main sur son arme de poing. Evelyn était à la table. La Winchester était sur ses genoux. Elle leva les yeux quand il entra. Et il y avait quelque chose dans son visage qui était différent de quand il était parti. « Quelqu'un est venu, » dit-il. « Ce n'était pas une question. Un cavalier. Environ 2 heures après votre départ. » Elle posa le fusil sur la table. Il a monté lentement le sentier et, pas comme un éclaireur, comme un homme à qui on a dit de vérifier quelque chose et qui n'en avait pas particulièrement envie. « Qu'avez-vous fait? »« Je l'ai laissé arriver au premier lacet, » dit-elle. Puis j'ai tiré 1 fois dans la paroi rocheuse au-dessus de lui. Il s'est arrêté, a regardé autour de lui pendant environ 1 minute. Puis il a fait demi-tour et est redescendu. Ethan la regarda. « Il testait, pas il n'attaquait, » dit-elle. Quelqu'un lui a dit de voir si la terre était occupée avant d'envoyer plus d'hommes. Maintenant ils le savent, dit-il, ce qui signifie qu'ils reviendront. Avec plus d'hommes, ce soir, peut-être demain matin, plus probablement. Silas ne se déplace pas la nuit s'il peut l'éviter. Il préfère voir où il met les pieds. Elle marqua une pause. Mais maintenant,
Ils savent aussi que la position sur le sentier était couverte. Donc ils planifieront en conséquence. Le chemin du ruisseau, dit-il. Ce serait mon premier choix, acquiesça-t-elle. Il tira une chaise à la table et s'assit en face d'elle. Et pendant l'heure qui suivit, ils planifièrent. Pas comme des gens nerveux planifient, tournant en rond frénétiquement, se remettant en question. Ils planifièrent comme deux personnes qui ont toutes deux vécu des situations où la planification faisait la différence entre rentrer à la maison et ne pas rentrer. Propre, pratique, efficace. Ils se répartirent les positions défensives. Ils établirent un système de signaux. 2 coups sur le mur intérieur signifiaient bouger. 3 signifiaient tenir. Ils identifièrent le point le plus faible de la structure de la cabane, le mur orienté à l'est, qui n'avait pas de soutien rocheux naturel. Et ils éloignèrent tout ce qui était inflammable. Et quelque part au milieu de cette planification, quelque chose changea dans la pièce. C'était petit. C'était le genre de changement qui ne se produit pas quand quelqu'un l'annonce, mais qui se produit quand même, sans permission. Quand 2 personnes ont été en contact étroit avec les meilleures qualités de l'autre, sous pression, assez longtemps pour que la partie humaine de leur cerveau enregistre ce que la partie tactique était trop occupée pour remarquer. Il expliquait la situation du stockage de l'eau, combien de jours il pourrait tenir la cabane sans ravitaillement. Et elle écoutait, les coudes sur la table. Et il dit quelque chose sur la citerne du côté nord. Et elle posa une question sur la pression. Et quand il répondit, elle se pencha légèrement pour regarder le croquis qu'il avait dessiné sur un morceau de papier. Et son épaule était à 6 pouces de la sienne. Et il en était conscient d'une manière qu'il classa et n'examina pas. Il continua de parler de la citerne. Elle continua de poser des questions précises. Mais la distance entre eux dans cette pièce était différente de ce qu'elle avait été à l'aube. Ce soir-là, après qu'ils eurent mangé, que le feu fut réduit au minimum et que la lumière extérieure fut devenue le bleu profond des nuits d'été en haute altitude, elle dit « Dites-moi quelque chose sur cette montagne. Pas le terrain, autre chose. » Il resta silencieux un moment. À printemps, il y a une prairie à environ 1 mile à l'est d'ici. Quand la neige fond, l'herbe en dessous est encore verte, comme si elle avait continué à pousser tout l'hiver. Il marqua une pause. La première fois que je l'ai vue, je suis resté là pendant environ 10 minutes, juste à la regarder. Elle regarda le poêle. Pourquoi? Parce que j'avais oublié que les choses pouvaient faire ça, dit-il. Continuer à pousser quand tout au-dessus d'elle était blanc, froid et sombre. Le silence qui suivit fut différent, lui aussi. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis elle dit doucement, « Quand ils m'ont mise dans cette cave pour la première fois, j'ai compté les pierres du mur, les 4 murs, du sol au plafond, 147 pierres. » Elle marqua une pause. Après la première semaine, j'ai arrêté de compter, et j'ai commencé à planifier ce que je ferais en sortant. Exactement ce que je ferais, dans quel ordre, à qui j'irais, ce que je dirais, quelles preuves j'aurais besoin. Et puis quelqu'un a acheté la terre, dit-il. Et puis quelqu'un a acheté la terre, dit-elle, et a trouvé le plancher creux avant que j'ai fini de planifier. Vous étiez assez avancé, dit-il. Pas assez, dit-elle. Je n'étais pas arrivé à la partie où je trouvais comment sortir de la cave elle-même. J'étais bloqué là-dessus. Une pause. Je suis contente de ne pas avoir eu à le résoudre. Ethan la regarda à travers la pièce faiblement éclairée. Cette femme qui avait compté 147 pierres et refusé de signer un papier pendant 11 semaines, qui avait tiré un coup de semonce sur un cavalier alors qu'elle était seule sur une montagne, et qui était maintenant assise en face de lui à discuter de pression comme si c'était une chose normale à faire un soir. Il dit « Vous auriez trouvé une solution. » Elle le regarda. « Vous n'en savez rien. »« Si, je le sais, » dit-il. Elle le regarda un moment de plus, puis elle détourna les yeux, mais quelque chose dans la ligne de sa mâchoire s'était adouci d'un degré. Ils étaient encore assis là, quand le premier son vint du chemin du ruisseau en contrebas. Pas fort, pas agressif, juste le léger déplacement de gravier, qui ne se produit pas tout seul à 11 heures du soir, quand le vent est tombé. Ethan était sur ses pieds, avant le deuxième son. Elle aussi. Il la regarda. Elle avait déjà la Winchester. « Le chemin du ruisseau, » dit-elle doucement. « Vous aviez raison. Plus d'un, dit-il. Écoutant. Il se déplace lentement, essayant de ne pas être entendu. Combien? Il leva 3 doigts, marqua une pause, puis en ajouta un 4e. Elle ne broncha pas. Elle se mit à sa position sur le mur sud, exactement là où ils en avaient discuté, et le regarda pour le signal.
Il vérifia la barre sur la porte. Il prit son fusil. Il se déplaça vers le mur orienté au nord, mit son dos contre lui et écouta la montagne. Il écouta le silence spécifique qui n'était pas le silence. Mais qui étaient 4 hommes se déplaçant à travers lui, se rapprochant, pensant qu'ils étaient assez silencieux? Ils ne l'étaient pas. Ils n'avaient pas compté sur un homme qui avait passé 6 ans à apprendre le son exact que cette montagne faisait quand on la laissait seule. Sa mâchoire était serrée, ses mains étaient stables, et dans l'obscurité de cette nuit d'été en altitude, sur une crête au-dessus d'une vallée pleine de faux papiers, de shérifs achetés et de la confiance brisée d'un homme mort. La prochaine chose qui allait se passer commença à prendre forme. Ils sont arrivés en silence. C'est la première chose qu'Ethan a enregistrée. Pas le bruit d'homme qui voulait intimider, mais le bruit d'homme à qui on avait dit de récupérer quelque chose de spécifique et de ne laisser aucun témoin. C'était pire que le bruit. Il resta immobile contre le mur nord et écouta le chemin du ruisseau en contrebas, avec l'attention concentrée d'un homme qui avait passé 7 ans dans l'armée, apprenant que la différence entre rentrer à la maison et ne pas rentrer était presque toujours les 30 secondes avant que quiconque ne tire un coup de feu. 4 hommes se déplaçant par paire. La première paire était proche, 50 yards, peut-être moins. Ils montaient le dernier lacet du chemin du ruisseau avec le pas lent et délibéré d'hommes qui se croyaient invisibles. La deuxième paire restait en arrière, couvrant la retraite. Cela signifiait que quelqu'un avait planifié cela, et l'avait planifié avec soin. Et que ce quelqu'un l'avait fait rapidement, quelques heures après le retour du cavalier éclaireur dans la vallée avec la nouvelle que la cabane était occupée. Mercer, pensa Ethan. Pas l'instinct de Crow, l'architecture de Mercer. Il traversa la pièce en 3 pas et approcha sa bouche de l'oreille d'Evelyn. 2 qui montent le chemin du ruisseau. 2 autres qui tiennent la jonction du sentier en bas. Ils attendront que la première paire signale avant de bouger. Elle ne tourna pas la tête. Donc, nous avons une chance d'arrêter ça avant que ça ne devienne un siège. Oui, la première paire, dit-elle. Avant qu'il n'atteigne la cabane. Avant qu'il n'atteigne la cabane, acquiesça-t-il. Elle le regarda alors, juste une seconde. Et ce qu'il y avait dans ses yeux n'était pas de la peur. C'était la même chose. Il sentit cette concentration qui repousse tout le reste sur les bords. Elle ne laisse que le problème immédiat, net et clair. Il sortit le premier par le panneau arrière. Elle le suivit, le refermant derrière elle sans un bruit. L'air de la nuit était froid comme le sont les nuits de haute altitude en juillet. Pas un froid d'hiver, mais un froid propre et mordant, qui réveillait chaque nerf, et qui faisait voyager le son différemment, faisant paraître les pas sur le chemin du ruisseau en contrebas plus proche qu'il ne l'était. Ethan se déplaça le long de la paroi rocheuse du côté nord de la cabane, utilisant la pierre dans son dos, restant à l'écart du sol meuble. Il pouvait entendre les 2 hommes clairement maintenant. Il pouvait entendre la douce compression du cuir des bottes sur le sentier, le déplacement occasionnel d'une bretelle de fusil. Un homme respirant un peu plus fort que l'autre, parce que la pente était raide. Il s'arrêta au coin de la formation rocheuse et leva le poing. Evelyn s'arrêta derrière lui. 20 yards. Il attendit. 15. Le premier homme contourna le dernier virage du chemin du ruisseau. Il entra sur le terrain plat et étroit au-dessus, et marcha directement dans le canon du fusil d'Ethan. L'homme se figea. Le deuxième homme, 2 pas derrière, s'arrêta si vite qu'il faillit perdre l'équilibre au bord du sentier. Les mains, dit Ethan. Un seul mot, bas et plat, et entièrement sans théâtralité. Les 2 hommes levèrent les mains. Les fusils, dit Ethan. Lentement. Ils les posèrent par terre. Evelyn sortit de derrière lui, la Winchester à l'épaule, couvrant le deuxième homme avec l'assurance de quelqu'un qui ne devine pas ce qu'il fait. Le premier homme était jeune, peut-être 22, 23 ans, avec l'air d'un employé de ranch qui s'était engagé chez Crow pour le salaire, et qui n'avait pas entièrement compris ce pourquoi le salaire était. Il avait peur. Sa peur était honnête et visible, et Ethan respectait cela plus que la bravade. Le deuxième homme était plus âgé, plus dur. Il regarda Ethan avec l'expression calculatrice de quelqu'un qui évalue comment la situation pourrait encore être retournée. Ethan vit cette évaluation se produire et parla avant qu'elle ne se termine. « Vous avez 2 hommes qui tiennent la jonction en bas, » dit Ethan au plus âgé. « Avant de commencer à vous demander si vous pouvez leur faire signe, comprenez que le coup de feu qui les fera monter sur ce chemin sera la dernière chose que vous entendrez. Je tiens cette crête depuis 6 ans. Je connais chaque pas de ce sentier dans le noir. Eux, non.
La mâchoire de l'homme plus âgé se crispa, mais il ne bougea pas. « Qui vous a envoyé » dit Ethan. Ce n'était pas une question. Silence. Evelyn parla de derrière l'épaule d'Ethan. « Était-ce Silas Crowe » demanda-t-elle. « Ou était-ce Caleb Mercer » Les yeux du jeune homme bougèrent. Juste une demi-seconde. Pas vers l'un ou l'autre nom, mais vers le second nom. Un petit battement involontaire qui disait que le nom avait un impact différent du premier. Ethan le remarqua. Evelyn aussi. « Prenez leurs munitions » lui dit Ethan. Elle s'avança et le fit efficacement. Les cartouches de la sacoche de sel, les passants de ceinture. Un couteau de la botte de l'homme plus âgé, qu'il rendit sans qu'on le lui dise une deuxième fois. Elle recula. « Voici ce qui va se passer » dit Ethan aux deux hommes. « Vous allez redescendre à cette jonction. Vous allez dire aux deux autres que cette cabane est défendue, que l'approche est couverte, et que celui qui vous a envoyé devrait reconsidérer le calendrier. » Il marqua une pause. « Et vous allez le dire à Caleb Mercer, parce que c'est à lui que vous allez faire votre rapport, n'est-ce pas? Que les papiers qu'il cherche ne sont plus sur cette montagne. » L'homme plus âgé le fixa. Quelque chose changea dans ce regard. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de la surprise, mais qui était la reconnaissance que, qui que soit cet homme, il en savait plus qu'il n'était censé en savoir. « Partez, » dit Ethan. Ils partirent. Lui et Evelyn restèrent dans le noir et écoutèrent les 4 paires de pas. 2 du chemin du ruisseau. Et puis, quelques minutes plus tard, 2 de la jonction en bas, s'éloignant sur le sentier jusqu'à ce que la montagne retrouve son silence normal. Puis elle dit, « Vous leur avez dit que les papiers ne sont pas sur la montagne. Oui, ils sont dans votre sacoche de sel, à l'intérieur de la cabane. Oui, dit-il. Mais maintenant, Mercer pensera que nous les avons déjà déplacés. Il devra recalculer. Ça nous fait gagner du temps. » Elle resta silencieuse un moment. Oussa lui dit que nous sommes plus organisés qu'il ne le pensait, et il répond en envoyant plus d'hommes, plus vite. Ça aussi, dit Ethan. Mais dans tous les cas, il réagit à nous au lieu que nous réagissions à lui. Elle resta silencieuse un autre moment. Puis elle dit, « C'était bien joué. » Il ne répondit pas à cela. Il se tourna et retourna à l'intérieur, et elle le suivit. Et ils remirent la barre sur la porte, et elle rechargea la Winchester. Et il retourna écouter la montagne, qui était calme maintenant, vraiment calme. Le genre de calme qui signifiait que la menace immédiate était passée, mais pas la plus grande. Ils le comprirent tous les deux sans en discuter. À un moment donné après minuit, elle s'endormit, assise droite contre le mur sud, le fusil toujours sur ses genoux. Ethan la regarda un moment. Il regarda la façon dont son visage, dans le sommeil, perdait la couche de calcul contrôlé, et montrait quelque chose en dessous qui était plus jeune et plus épuisé qu'elle ne le laissait jamais paraître quand elle était éveillée. Il prit la couverture de rechange sur l'étagère du fond et la posa sur elle sans la réveiller. Puis il retourna à sa position à la porte. Le matin arriva plus vite qu'il n'en avait le droit. Elle était réveillée et sur ses pieds avant que la lumière ne soit pleine. La couverture était pliée proprement sur le sol à côté de l'endroit où elle avait dormi. Et elle ne dit rien sur le fait qu'elle était là, sauf pour le regarder une fois avec quelque chose qui le reconnaissait sans en faire plus que ce que c'était. Ils mangèrent, ils planifièrent, et puis juste après le milieu de la matinée, des bruits de sabots sur le sentier est. Mais pas les bruits de sabots prudents et silencieux d'hommes essayant d'arriver sans être vus. Un cavalier se déplaçant vite et à découvert. Ethan était à la fenêtre. Evelyn était à côté de lui. « Ce n'est pas un cavalier de Crowe, dit-elle. »« Non, acquiesça-t-il. Il avait raison. C'était Hector Voss lui-même, montant à vive allure avec son plus jeune fils à ses côtés. Et l'expression sur le visage du vieil éleveur, quand il s'arrêta à la porte de la cabane, n'était pas de l'urgence, mais une nouvelle. Le regard spécifique d'un homme porteur d'informations, qui change la forme d'une situation. Ethan ouvrit la porte. Voss entra, regarda Evelyn Hartwell, et dit, « Mademoiselle Hartwell, j'ai connu votre père pendant 20 ans. C'était un homme bon, et je suis désolé pour ce qui a été fait. » Evelyn dit, « Merci, Monsieur Voss. »« Qu'avez-vous » Il mit la main dans son manteau et en sortit une lettre pliée. « Mon fils n'est pas encore arrivé à Helena. Il est encore à 2 jours de route. Mais une nouvelle m'est parvenue ce matin par la ligne de fret de Dearborn. Il y a un commissaire territorial fédéral nommé Aldis Grant. Il a parcouru le circuit en avance sur le calendrier. Il est actuellement à Prospect Creek. » Voss marqua une pause. « C'est à 18 miles au sud. 18 miles. »
Ethan regarda Evelyn. Elle regarda Voss. Quelle est son autorité? Fraude foncière et litiges contractuels territoriaux, dit Voss. Pleine autorité fédérale pour geler les transferts d'actifs et exiger l'examen des documents. Il ne peut pas condamner Crow, mais il peut arrêter net le transfert de terre pendant qu'une enquête complète est menée. Evelyn regarda Ethan. Dans ses yeux, il pouvait voir le calcul en cours. Le risque de se déplacer contre le risque de rester. La distance contre le calendrier. Le poids de ses documents dans la sacoche de sel contre le poids d'une autre nuit à défendre une crête avec 2 fusils et du temps emprunté. Nous partons aujourd'hui, dit-elle. Mais ce n'était pas si simple. Car le plus jeune fils de Voss prit la parole depuis l'embrasure de la porte où il était resté silencieux tout ce temps. Et il dit, « Il y a autre chose, monsieur, mademoiselle. » Il les regarda tour à tour. Sur la route en montant ce matin, j'ai croisé un homme se dirigeant vers le sud, vers la vallée. Il montait un cheval gris, avec une marque de Crow sur la selle, et il avait des sacoches de sel qui semblaient pleines et lourdes, et il se déplaçait comme un homme qui a un emploi du temps. Il marqua une pause. Il correspondait à la description que mon père m'a donnée du comptable. Mercer. La pièce devint silencieuse. Mercer se déplaçant vers le sud, vers Prospect Creek, à 18 miles de là. Evelyn le dit en premier. Il est déjà au courant pour Grant. Il a un homme dans la ligne de fret, dit Ethan. Ou au bureau du shérif. Quelqu'un qui surveille les mouvements territoriaux. Il va arriver à Grant avant nous, dit-elle. Pas de panique. Juste la lecture dure et claire d'une situation qui venait de changer. Il présentera les faux documents en premier, établira le récit. Le temps que nous arrivions avec les originaux, Grant aura déjà reçu la version de l'histoire de Mercer. Et Mercer est très, très bon pour construire des versions d'histoire. Ethan était déjà en mouvement. Il décrocha la sacoche de sel du crochet mural et vérifia le paquet de toile cirée. Toujours là, toujours sec. « À quelle vitesse pouvez-vous parcourir 18 miles ?» lui demanda-t-il directement. « Plus vite que Mercer si nous partons maintenant, » dit-elle. « Voss, » dit Ethan. « Votre fils peut-il monter le sentier S et tenir la position supérieure? Si quelqu'un arrive derrière nous, j'ai besoin de savoir combien de temps nous avons. » Voss regarda son fils. Le fils hocha la tête, se retournant déjà vers la porte. « Alors allons-y, » dit Ethan. Ils ont chevauché vite et intelligemment. Pas directement vers le sud sur la route ouverte de la vallée, où ils seraient visibles et exposés, mais en obliquant d'abord vers l'est, puis en coupant vers le sud à travers le corridor boisé qui longeait la base des contreforts de Bitterroot. C'était plus long d'environ 3 miles, mais cela les gardait hors de la route. Et cela les gardait hors de la vue de quiconque surveillait le fond de la vallée. Evelyn chevauchait sans se plaindre. Elle chevauchait comme si elle était née en selle, ce qui était le cas. Et les 2 heures de chevauchée intense à travers un terrain accidenté lui redonnèrent des couleurs. Des couleurs qui n'avaient rien à voir avec l'effort, et tout à voir avec le mouvement vers l'avant. Avec la vitalité spécifique d'une personne qui a été arrêtée contre sa volonté trop longtemps, et qui est maintenant enfin en mouvement. Ils sont arrivés à Prospect Creek par l'est à midi. La ville était petite. Un dépôt de fret, un bureau foncier, un hôtel, 2 saloons, et le genre de silence dense et observateur que les petites villes frontalières ont quand quelque chose d'inhabituel vient de s'y produire. Ethan lut ce silence en arrivant, et sa main se déplaça vers son arme de poing, sans qu'il en décide consciemment. « Là, » dit Evelyn doucement. L'hôtel. 3 chevaux devant, l'un d'eux, un gris avec une selle de marque Crow. Ils étaient arrivés à temps, mais de justesse. Ethan attacha leurs chevaux au dépôt de fret, 2 bâtiments plus loin, et ils marchèrent jusqu'à l'hôtel, avec le paquet de toile cirée, sous le bras d'Ethan et Evelyn, légèrement en avant. Parce que si cela devait être réglé par la loi, l'autorité et la documentation, cela devait être réglé avec Evelyn Hartwell en première ligne. C'était juste. C'était comme ça que ça devait se passer. Elle le savait aussi. Elle franchit la porte de cet hôtel comme si elle en était la propriétaire, ce qui était presque le cas. La pièce principale de l'hôtel était aménagée simplement. Une longue table au fond, un homme en manteau sombre assis à celle-ci, avec des papiers étalés devant lui, un greffier à sa gauche. Et de l'autre côté de la table, Caleb Mercer. Mercer avait 40 ans, était mince, pâle, avec le genre de visage qui ne laissait rien paraître, et le genre de main qui avait toujours un stylo dedans. Il leva les yeux quand la porte s'ouvrit et devint absolument,
complètement immobile. Puis son visage se réorganisa, lisse, presque immédiatement. « Commissaire Grant », dit Evelyn, marchant directement vers la table. Sa voix était claire et contrôlée, et portait l'autorité particulière de quelqu'un qui sait qu'il a raison et qui est prêt à le prouver. « Je m'appelle Evelyn Hartwell. Je suis l'héritière légale du domaine foncier Hartwell. Et l'homme assis en face de vous est en train de frauder le Bureau foncier territorial fédéral. » Grant leva les yeux. Il avait environ 50 ans, les tempes grisonnantes, avec le visage prudent et vigilant d'un homme qui avait vu assez de fraude dans sa carrière pour reconnaître le sentiment d'une pièce quand deux versions contradictoires d'une histoire venaient de s'y heurter. Mercer dit très calmement, « Commissaire, c'est la jeune femme dont je vous ai parlé, émotionnellement instable suite à la mort de son père. Nous essayons de la localiser pour sa propre sécurité. »« J'étais localisé, » dit Evelyn, « dans une cave verrouillée sous ma propre maison de ranch. Là où les associés de cet homme m'ont mise il y a 11 semaines pour m'empêcher de contester un faux testament. » Elle posa le paquet de toile cirée sur la table et le déballa. Les documents furent posés à plat devant le commissaire Grant. Le testament original, l'acte de concession, le contrat avec le chemin de fer. Tout cela de la main de son père, avec les signatures de 3 témoins. Et un sceau de notaire territorial daté de 4 mois avant le faux document que Mercer avait présenté. Grant regarda les documents, puis les documents de Mercer, puis de nouveau les premiers. Le greffier se pencha. Grant dit quelque chose au greffier à voix basse. Le greffier prit les 2 versions du testament et les tint côte à côte. Mercer dit, « Ces documents sont des fabrications. Je peux apporter des témoignages. »« De qui ?» dit Evelyn. « Silas Crowe? Le shérif Wade Greer? Votre courtier foncier territorial à Missoula ?» Elle regarda Mercer directement, et pour la première fois dans cet échange, son calme lisse montra la plus faible des fissures, parce qu'elle avait nommé le courtier. Ce qui signifiait qu'elle était au courant pour Missoula. Ce qui signifiait qu'elle connaissait plus de la structure qu'il ne l'avait cru possible. « Je connais toute la chaîne, Monsieur Mercer. J'ai eu 11 semaines pour repasser tout ce que mon père m'a jamais dit sur les affaires de cette vallée. Je n'avais rien d'autre à faire. » Quelque chose arriva au visage de Mercer à ce moment-là. Pas de la colère, quelque chose de plus froid que la colère. La reconnaissance qu'un plan qu'il avait soigneusement construit pendant des mois avait une faille catastrophique. Qu'il n'avait jamais vu que la femme qu'il avait enfermée dans la cave avait passé 11 semaines à faire exactement ce qu'elle aurait fait dans n'importe quel bureau ou bibliothèque. C'est-à-dire, pensez. Grant dit, « Monsieur Mercer, je vais avoir besoin que vous restiez dans cette pièce pendant que j'examine ces documents. » Mercer dit très précisément, « Je ne suis sous aucune contrainte légale de... » « Vous l'êtes maintenant, » dit Grant. Il le dit simplement, sans drame, comme un homme dit une chose qui est vraie. Il regarda le greffier. « Allez chercher le marshal. » Mercer se leva. Ethan, qui était resté à 4 pieds derrière l'épaule gauche d'Evelyn tout ce temps, dit « Asseyez-vous, Monsieur Mercer. » Mercer le regarda, l'évalua et s'assit. L'heure qui suivit fut de celle qui passe lentement dans une pièce et vite dans les souvenirs. Grant examina les documents avec son greffier. Il posa 17 questions à Evelyn dans l'ordre, et elle répondit à toutes correctement, complètement et sans hésitation. Il posa 3 questions à Ethan sur les circonstances de la découverte de la cave et de la récupération des documents de la grange. Et Ethan y répondit de la même manière, plate et précise qu'il faisait tout. Mercer ne répondit à aucune question. Il resta assis, les mains à plat sur la table, et ne dit rien. Et le silence qu'il maintenait était le silence d'un homme qui calculait l'étendue des dégâts et ce qui pouvait encore être contrôlé. La réponse, quand Grant termina son examen, posa les 2 jeux de documents et regarda de l'autre côté de la table, était claire. « Monsieur Mercer, dit Grant, le sceau du notaire sur le document que vous avez présenté a été émis il y a 14 mois. Le notaire qui l'a émis a pris sa retraite il y a 18 mois et réside actuellement dans le Missouri. » Il marqua une pause. Le sceau a été utilisé après la retraite du notaire, ce qui signifie qu'il a été utilisé frauduleusement ou que le notaire a déformé son statut. Et dans les 2 cas, le document qui l'authentifie est invalide. Il croisa les mains. Le transfert du domaine Hartwell est gelé avec effet immédiat, en attente d'un examen fédéral complet. J'émets un ordre de détention pour vous-même et pour Silas Crowe, en attente d'une enquête pour fraude foncière
falsification de documents et détention illégale d'une citoyenne territoriale. Mercer ne dit rien, mais ses mains, à plat sur la table, appuyèrent juste un peu plus fort. La seule chose qui bougea. Le marshal entra 12 minutes plus tard. C'était un marshal territorial, pas un shérif de comté. Aucun lien avec l'opération de Wade Greer. Et il ne fut pas doux avec les menottes. Evelyn regarda Caleb Mercer être emmené hors de cette chambre d'hôtel. Et son visage était complètement immobile. Pas satisfait, pas triomphant. Le visage d'une femme qui attendait depuis 11 semaines qu'une chose spécifique se produise, et qui la regardait maintenant se produire, et qui trouvait que c'était à la fois exactement ce dont elle avait besoin, et, d'une certaine manière, pas suffisant pour combler l'espace que l'attente avait creusé. Ethan se tenait à côté d'elle. Après que la porte se fut refermée, elle dit doucement « Silas Crowe n'est pas ici. »« Non, dit-il. Il saura avant la tombée de la nuit ce qui s'est passé dans cette pièce. Oui, ce n'est pas le genre d'homme qui accepte un revers légal et passe à autre chose, dit-elle. C'est le genre d'homme qui brûle tout. » Ethan la regarda. « Je sais. » Elle se tourna pour le regarder. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'avait pas été là, dans la chambre d'hôtel de Prospect Creek. Quelque chose que la victoire légale n'avait pas produit, mais qui était là maintenant, dans ce moment plus calme. La reconnaissance que la paperasse était une bataille, et Silas Crowe en était une autre. Et Crowe était celui qui l'avait mise sous terre. « Nous devons y retourner, dit-elle. Nous devons retourner au ranch. Je sais, dit-il. Elle soutint son regard. Il sera là, ou il ira à votre cabane. Dans tous les cas, il viendra pour ce qui reste. Alors nous nous assurerons d'être là quand il le fera, dit Ethan. Elle le regarda longuement. Cet homme qui était venu acheter des droits sur l'eau et qui, à la place, s'était tenu à 4 pieds de son épaule gauche pendant qu'elle démantelait une fraude foncière devant un commissaire fédéral. Cet homme qui avait mis une couverture sur elle quand elle dormait, envoyé un cavalier à Helena en moins d'1 heure et lui avait dit qu'elle aurait trouvé une solution, même quand elle n'en était pas sûre elle-même. « Ethan, dit-elle. » Il la regarda. « Merci, dit-elle. » Elle le dit une fois, directement, sans l'adoucir en quelque chose de plus petit ou l'enfler en quelque chose de plus grand. Juste ces 2 mots, avec tout le poids de 11 semaines derrière eux. Il soutint son regard un moment, puis il dit « Allons-y. » Ils sortirent de l'hôtel de Prospect Creek sous le dur soleil de midi, et le commissaire Grant était derrière eux, donnant des ordres au greffier. Et quelque part au nord, Silas Crowe était sur le point de découvrir que Caleb Mercer était en détention fédérale, que le transfert de terre était gelé, et que la femme qu'il avait enterrée dans une cave pendant 11 semaines était entrée dans une chambre d'hôtel et avait démonté 18 mois de construction criminelle minutieuse en moins d'1 heure. Et Crowe, quand il découvrirait cela, ne chercherait pas un avocat. Il chercherait son fusil. Ethan le savait comme il connaissait le terrain. Pas en y pensant, mais en le lisant. La forme de ce qui arrivait était claire au loin, comme un système météorologique est clair pour un homme qui a appris à lire le ciel. Ils chevauchèrent vers le nord. Derrière eux, l'hôtel, le bureau du marshal et la petite machine formelle de la justice territoriale. Devant eux, la vallée, l'herbe d'été brûlée et la maison du ranch, avec sa cave vide et son histoire cachée. Et quelque part entre ici et là, Silas Crowe. La route vers le nord était calme. Les chevaux avançaient vite. Kevlin chevauchait la mâchoire serrée et les yeux sur l'horizon. Et Ethan surveillait la lisière des arbres, comme il surveillait toujours les lisières des arbres. Et le soleil d'été pesait sur eux deux avec la chaleur indifférente d'une saison qui ne se souciait pas de ce qui se passait en dessous. Ils étaient à mi-chemin de la vallée quand Ethan s'arrêta brusquement. Evelyn s'arrêta à côté de lui. « Quoi ?» Il regardait la crête est, une fine colonne de fumée s'élevant au-dessus de la lisière des arbres. Pas de la fumée de feu de camp, pas de la fumée de cuisine, de la fumée de bâtiment. « Ça vient du ranch, dit-il. » Son visage devint absolument immobile. 3. Puis elle dit d'une voix très contrôlée. « Il le brûle. » Ethan regarda la fumée, puis elle. « Il brûle les preuves, dit-elle. La grange, la maison, tout ce qui pourrait corroborer les documents. Il ne sait pas que Grant les a déjà. Il pense que s'il brûle le ranch, il brûle la preuve, ce qui signifie qu'il ne sait pas encore ce qui s'est passé à Prospect Creek. Il le saura bientôt, dit-elle, dès qu'un de ses cavaliers atteindra la ville. Alors nous bougeons maintenant, dit Ethan, avant qu'il ne découvre que Mercer est en détention. Elle regarda la fumée.
et dans la crispation de sa mâchoire, et l'immobilité particulière de ses mains sur les rênes, il vit quelque chose se cristalliser. Les 11 semaines, la cave verrouillée, l'écriture soignée de son père, et les 147 pierres qu'elle avait comptées dans le noir. Tout cela se durcissant en quelque chose qui n'était pas exactement de la rage, mais qui y était lié. La décision que certaines choses ne peuvent être survécues passivement, que parfois, la seule réponse est de chevaucher vers la fumée. « Allons-y », dit-elle, et ils chevauchèrent à vive allure vers la vallée, vers le ranch en feu. Et l'homme qui n'avait pas encore perdu, vers le règlement de compte final que ni les documents légaux, ni un commissaire fédéral ne pouvaient achever seul, le genre qui ne pouvait être terminé que sur le terrain, en personne, avec rien entre eux et Silas Crowe, que l'air d'été et ce qu'il leur restait. Ils sentirent la fumée avant de voir les flammes. Ethan avait déjà chevauché dans des situations d'incendie. Un dépôt de ravitaillement de la cavalerie près de Fort Benton. La ferme d'un colon dans le bassin de la Judith. Son propre premier camp de trappeurs, quand une étincelle d'un feu de bois vert avait mal pris la toile. Il savait quelle odeur avait un incendie accidentel. Celui-ci ne sentait pas l'accidentel, il sentait le délibéré. La fumée épaisse et tourbillonnante de plusieurs bâtiments brûlant en même temps. Le genre de feu qu'on allume quand on veut que quelque chose disparaisse complètement, et qu'on se fiche de qui voit la fumée. Ils passèrent la dernière crête au-dessus du fond de la vallée, et s'arrêtèrent. La grange était entièrement en flammes. La ferme brûlait par l'extrémité est. Le feu se propageait vers le toit, avec la patience stable et affamée des flammes, à qui on a donné assez de combustible et assez de temps. 2 des cavaliers de Crowe étaient visibles près de la clôture, regardant. Et un troisième se déplaçait entre les bâtiments, avec quelque chose à la main. Pas encore de Crowe. Il n'est pas au ranch, dit Evelyn. Il est à ma cabane, dit Ethan. La réalisation les frappa tous les deux au même moment. Crowe avait divisé son opération. Il avait envoyé des hommes brûler le ranch pendant qu'il allait lui-même à la crête, à la cabane, sur les hauteurs. L'endroit où, si Crowe avait la moindre intelligence sur la façon dont les 2 derniers jours s'étaient déroulés, il savait qu'Ethan et Evelyn avaient opéré. Et plus que ça, l'endroit où, jusqu'à ce matin, les documents se trouvaient. « Ils pensent que nous sommes encore là-haut », dit Evelyn. « Ou ils pensent que les papiers sont encore là-haut », dit Ethan. Dans tous les cas, il se dirige vers la cabane. Il regarda les bâtiments en feu, en contrebas, puis de nouveau elle. « Nous ne pouvons pas laisser ces hommes finir de brûler. Si la maison du ranch brûle complètement, nous perdons l'emplacement physique de la cave. Grant en a besoin pour le dossier de détention contre Crowe, la cave comme preuve. Alors nous arrêtons l'incendie, dit-elle simplement, comme si c'était déjà décidé. 3 hommes en bas, dit-il. Nous arrivons par la crête nord. Nous restons au-dessus d'eux. Des tirs plus difficiles, mais ils ne nous verront pas avant qu'il ne soit trop tard pour s'organiser. Elle était déjà en mouvement. Ils laissèrent les chevaux attachés à la lisière des arbres et firent les 300 derniers yards à pied. Vite et bas, utilisant la pente et la fumée pour se couvrir. La fumée jouait en leur faveur, assez épaisse pour réduire la visibilité dans la cour, assez fine pour qu'ils puissent encore distinguer les mouvements à travers elle. Ethan prit la première position au-dessus de la clôture. Evelyn alla 20 yards à l'est, contournant pour couvrir l'espace entre la grange et la maison. Il attendit qu'elle soit en position. Puis, il tira une fois dans la terre, à 6 pieds devant le cavalier le plus proche. L'effet fut immédiat et clarifiant. L'homme sursauta, chercha son arme de poing, leva les yeux vers la crête et ne trouva rien. Car Ethan s'était déjà déplacé, se laissant tomber à gauche derrière la ligne de rochers, se repositionnant le temps que l'homme dégaine. Le deuxième coup de feu vint de la position d'Evelyn. Aussi dans la terre, aussi devant. Aussi un message plutôt qu'une blessure. Le cavalier près de la grange se tourna vers le son et trouva la même chose. Rien. Juste de la fumée, une pente et la certitude que quelqu'un au-dessus d'eux tirait, et avait déjà démontré qu'il pouvait toucher exactement ce qu'il visait. Le troisième homme, celui qui se déplaçait entre les bâtiments, s'arrêta où il était. « Vous êtes sur la terre des Hartwell », cria Evelyn. Sa voix porta sur la pente avec la clarté de l'air de haute altitude. Des ordres de détention fédéraux ont été émis pour Silas Crowe et Caleb Mercer. Le Marshal Territorial est à 18 miles au sud. Vous avez une chance de quitter cette vallée sans les suivre en détention. Un temps de silence. « Qui est là-haut » cria l'un des cavaliers.
Quelqu'un avec une très bonne ligne de tir et une très forte préférence pour ne pas l'utiliser, dit-elle. Un autre temps. Plus long. Ethan regarda les trois hommes échanger des regards. Le regard particulier d'homme de main faisant le calcul. Pour savoir si le salaire qu'on leur avait payé valait ce que la situation exigeait d'eux actuellement. Ce n'était pas le cas. L'homme près de la clôture monta le premier en selle. Le deuxième suivit. Le troisième, celui entre les bâtiments, leva les yeux vers la crête une dernière fois. Puis il laissa tomber ce qu'il portait et se dirigea vers son cheval. Ils chevauchèrent vers le sud, vite, sans regarder en arrière. Ethan descendait déjà la pente avant que la poussière ne retombe. Il arriva dans la cour en courant et se dirigea directement vers le mur est de la ferme, là où le feu avait sa plus forte emprise. L'abreuvoir près de la clôture contenait encore 2 pieds d'eau. Il attrapa le seau accroché au poteau et commença à travailler, n'essayant pas de combattre tout l'incendie. Juste la section qui dévorait la structure principale, la section la plus proche de l'endroit où se trouvait la cave. Evelyn était à ses côtés en moins de 30 secondes. Elle avait trouvé un deuxième seau. Elle ne dit rien. Elle travailla simplement. Ils travaillèrent pendant 20 minutes, côte à côte, sans parler. Et à la fin, la grange était une perte totale. Rien à faire pour ça. Mais le mur et de la ferme étaient passés de l'incendie total à la combustion lente, et la structure principale était debout, et la cave sous le plancher de la cuisine était intacte. Evelyn se tenait là, regardant le mur endommagé, et respirant fort. Puis elle se tourna et regarda Ethan. Il la regardait en retour. Ils étaient tous les deux couverts de fumée. Leurs mains étaient noires. Et aucun d'eux n'avait pensé à autre chose pendant les 20 dernières minutes qu'au problème physique immédiat. « La cabane », dit-elle. « Oui », dit-il. Ils chevauchèrent à vive allure vers la crête. Le sentier et jusqu'à la cabane d'Ethan était un trajet de 40 minutes, en poussant les chevaux à un rythme raisonnable. Ils ne poussèrent pas à un rythme raisonnable. Ils poussèrent fort, lisant le sentier, échangeant la position de tête 2 fois dans les lacets, là où un cheval gérait mieux la pente que l'autre. Et l'esprit d'Ethan tournait à plein régime pendant toute la montée. Il pensait à Crow, à la disposition de la cabane, à chaque approche et chaque position défensive. Et il calculait ce qu'un homme comme Crow ferait en arrivant à une cabane qu'il s'attendait à trouver occupée, et la trouvant vide. Il attendrait, pensa Ethan. Crow était agressif, mais il n'était pas stupide. Il posterait ses hommes aux approches, et il attendrait. Ils arrivèrent en haut de la dernière pente, et Ethan s'arrêta avant le dernier virage. Combien d'hommes amènerait-il à la cabane? Demanda-t-il à Evelyn sans quitter des yeux le sentier devant lui. Elle réfléchit exactement 2 secondes. Silas ne fait rien, avec moins de 4 hommes quand il pense qu'il y a un vrai combat en jeu. Il avait 6 cavaliers au total dans la vallée. 3 viennent de partir vers le sud. Les 2 du chemin du ruisseau de la nuit dernière sont introuvables. Elle marqua une pause. Donc 3 à 5 avec Crow lui-même. Il aura le sentier est couvert, dit Ethan, et le chemin du ruisseau. Oui, ce qui signifie que la seule approche non couverte est la pente d'ardoise à l'ouest. Elle le regarda. Vous avez dit que c'était une pente de 40 degrés sur de l'ardoise friable. Vous avez dit que 6 hommes ne pourraient pas le faire vite et en silence. 6 hommes ne le pourraient pas, dit-il. 2 personnes qui ne se soucient pas du bruit pourraient. Elle soutint son regard. L'ardoise bougera. Ils nous entendront. Ils entendront quelque chose de la pente ouest, dit-il. Mais le temps qu'ils comprennent que c'est nous, et non une chute de pierre, nous serons déjà à la cabane, où nous serons sur une pente exposée avec des hommes au-dessus de nous. Oui, dit-il. C'est le risque. Elle regarda le sentier devant elle, puis de nouveau lui. Vous connaissez cette montagne? Je la connais, dit-il. Alors allons-y, dit-elle. Ils attachèrent les chevaux dans les arbres, en dessous de la face ouest, et montèrent à pied. L'ardoise était aussi mauvaise qu'annoncée. Friable et bruyante, chaque pas générait une petite cascade de sons qui paraissait énorme dans le silence de la crête supérieure. Ethan passa le premier, trouvant les lignes les plus stables, se déplaçant en diagonale sur la face, plutôt que tout droit, pour minimiser les perturbations. Evelyn suivit son chemin exact avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a décidé de faire confiance, et qui le fait complètement, sans la demi-mesure qui cause des erreurs. Ils étaient aux 3/4 de la montée quand une voix cria d'en haut. Quelqu'un sur la face ouest. Pas une question, un rapport. Un des hommes de Crow les avait entendus. Ethan ne s'arrêta pas.
Il accéléra, acceptant le bruit, échangeant maintenant le silence contre la vitesse, traversant la dernière section d'ardoise avec une agression contrôlée, et arrivant au sommet de la crête dans une escalade qui lui coûta un genou contre une arête vive et lui fit gagner les hauteurs. Evelyn arriva au sommet 4 secondes derrière lui. En dessous de la cabane, à 30 yards, un des cavaliers de Crow se tournait vers la face ouest, son fusil se levant. Ethan fut plus rapide. Il couvrit la distance entre eux en 10 foulées et la réduisit avant que le fusil ne puisse être mis en joue. Et ce qui se passa ensuite fut bref, physique, et pas quelque chose dont il était fier. Mais c'était entièrement nécessaire. Et le cavalier tomba sans tirer. Du côté est de la cabane, un autre homme cria « Varus, c'était quoi ça ?» Evelyn se plaqua contre le mur nord de la cabane et resta immobile. Ethan ramassa le fusil de l'homme à terre et se déplaça au coin de la cabane. Il ne dit rien. Il attendit simplement. L'homme de la position et contourna le coin et se retrouva face au canon du fusil de son propre collègue, tenu par un étranger qui semblait tout juste avoir gravi une falaise d'ardoise à main nue. Qui n'était pas particulièrement dérangé par l'expérience. L'homme s'arrêta. Ses mains se levèrent. « Où est Crow ?» dit Ethan. Les yeux de l'homme se dirigèrent vers la porte de la cabane. À l'intérieur, Ethan regarda Evelyn. Elle se déplaça de l'autre côté de la porte sans qu'on le lui dise. Elle avait la Winchester à l'épaule, la mâchoire serrée et les yeux clairs. Il essaya la porte. Elle s'ouvrit. Silas Crow se tenait au milieu de la cabane, le dos au mur du fond et son fusil à la main. Et le fusil était déjà levé. Et la première chose qu'il dit fut « Je savais que vous reviendriez ». Un homme revient toujours pour ce qui est à lui. Il regardait Ethan en disant cela. Puis ses yeux se posèrent sur Evelyn, et quelque chose changea en eux. Pas de la peur, quelque chose de plus laid que la peur. Le regard d'un homme qui pensait avoir retiré quelque chose de l'équation, et qui est confronté au fait qu'il a échoué. « Mademoiselle Hartwell », dit-il. Il le dit comme si ça avait un mauvais goût. « Vous auriez dû signer ces papiers quand je vous l'ai demandé gentiment. »« Vous ne l'avez pas demandé gentiment, » dit-elle. « Vous m'avez mise sous terre. Même résultat de toute façon, » dit-il. « Pas tout à fait, » dit-elle. « Une de ces options se termine avec vous devant un juge fédéral. L'autre aussi, mais avec plus de charges. » Les yeux de Crow se déplaçaient entre eux, calculant. Le fusil était toujours levé, pointé approximativement sur le torse d'Ethan, et la distance à travers la cabane était de 15 pieds. Ce qui était assez proche pour que le calcul dans la tête de Crow soit le même que celui dans la tête d'Ethan. Savoir si l'autre homme était assez rapide. « Mercer est en détention, » dit Ethan. « Grant a les documents originaux. Le transfert de terre est gelé. Vous avez brûlé la grange pour rien. » Quelque chose traversa le visage de Crow. « Vous mentez. Bureau du Marshal territorial à Prospect Creek, » dit Ethan, « à 18 miles au sud. Vous pourrez le confirmer dès que quelqu'un vous mettra les menottes. » Le fusil dans les mains de Crow ne vacilla pas, mais sa mâchoire si. Une petite contraction involontaire qui disait que l'information avait atterri et était en cours de traitement contre sa volonté. « Cette vallée devait être à moi, » dit Crow. Sa voix avait changé. Pas plus douce, mais différente. La voix d'un homme dont le calcul professionnel a été dépouillé. Et ce qui est en dessous est quelque chose de plus personnel et de plus dangereux. 14 ans que je dirige cette opération. 14 ans que je construis l'infrastructure, que je gère les hommes, que je maintiens ce ranch à flot quand les mauvais investissements de votre père auraient dû le couler 2 fois. Et il allait le donner à une fille qui passait la moitié de son temps à Denver dans une école de bonne manière. Il allait le donner à quelqu'un qui se souciait réellement de la terre, dit Evelyn, plutôt que de la valeur de son contrat avec le chemin de fer. Crow la regarda. « Vous ne savez pas ce que ça a coûté de maintenir cet endroit. »« Je sais ce que ça a coûté à mon père, dit-elle. Et je sais ce que ça m'a coûté. » Le silence dans la cabane était le silence spécifique d'un moment qui est sur le point de prendre l'une des 2 directions et qui n'a pas encore décidé laquelle. Puis le son de sabots sur le sentier est. Plusieurs cavaliers se déplaçant rapidement. Crow l'entendit. Ses yeux allèrent à la fenêtre. Juste une seconde. Juste le réflexe d'un homme qui a besoin de savoir qui arrive. Et cette seconde était ce qu'Ethan attendait. Avec la patience de quelqu'un qui a passé 7 ans à apprendre qu'un moment de distraction est la seule ouverture que l'on vous garantit. Il traversa les 15 pieds entre eux, le temps que les yeux de Crow reviennent de la fenêtre. Et sa main s'abattit sur le canon du fusil et le redirigea vers le sol.
Et le coup qui partit quand le doigt de Crow se crispa, alla dans les planches et non dans Ethan. Et puis ce fut proche, physique et laid. Et le fusil alla d'un côté et les deux hommes de l'autre, contre le mur du fond. Crow était fort, la force de 14 ans de travail de ranch. Il donna un coup de coude en arrière qui attrapa Ethan à la pommette assez fort pour que sa vision devienne blanche une demi-seconde. Il libéra une main et chercha l'arme de poing à sa hanche. La voix d'Evelyn. Ne bougez pas. Il s'arrêta. Elle se tenait à 4 pieds de là, avec la Winchester en joue, les mains parfaitement stables et les yeux absolument clairs. Et quelque chose dans la qualité de son immobilité disait plus clairement que n'importe quel mot qu'elle avait été dans une cave en pierre pendant 11 semaines à cause de cet homme. Et elle avait compté 147 pierres, et elle n'avait pas craqué, et elle n'allait pas le rater. La main de Crow s'éloigna de l'arme de poing. Ethan recula et leva sa propre arme de poing. Les bruits de sabots à l'extérieur s'arrêtèrent. Une voix depuis la porte. Marshal territorial. Si quelqu'un est à l'intérieur, manifestez-vous. Ethan se manifesta, donna son nom, expliqua la situation en 4 phrases. La façon dont on le fait quand on sait que l'homme de l'autre côté de la porte a besoin d'informations rapides et claires. La porte s'ouvrit. 2 hommes avec des insignes de marshals territoriaux entrèrent. Et derrière eux, se déplaçant rapidement, encore poussiéreux du voyage, le fils aîné d'Hector Voss, qui n'avait apparemment pas eu besoin de 3 jours pour atteindre Helena après tout, et qui avait apparemment trouvé un chemin de retour plus rapide. Le marshal regarda Silas Crow, puis Ethan avec l'échymose qui apparaissait sur sa pommette, puis Evelyn avec le fusil qu'elle abaissait maintenant lentement. « Silas Crow », dit le marshal. Crow ne dit rien. « Ordre de détention du commissaire Aldous Grant », dit le marshal. « Fraude foncière, falsification de documents, détention illégale. » Il marqua une pause. « Et maintenant, je vais ajouter « décharge d'une arme à feu dans la commission d'un crime. » Ce dont j'ai personnellement été témoin par cette fenêtre. Donc, nous avons fini de négocier. Ils firent sortir Crow de la cabane, les mains liées derrière le dos. Et Ethan se tint à la porte et les regarda faire, et Evelyn se tint à côté de lui. Crow regarda en arrière une fois depuis la cour, vers Evelyn. Il ne dit rien. Il la regarda simplement avec ses yeux calculateurs, qui avaient passé 14 ans à observer cette vallée, et qui avaient passé les dernières semaines à croire sincèrement qu'il l'avait gagnée. Elle soutint son regard, égal, stable, comme elle faisait face à tout. Puis il fut sur un cheval avec un marshal de chaque côté, descendant le sentier est. Et le son des sabots diminua, la façon dont le son de quelque chose qui se termine diminue. Clairement, complètement, jusqu'à ce que la montagne rende son silence. Ethan se détourna de la porte. Sa pommette enflait. Il le sentait. Pas encore douloureusement, mais avec la pression sourde et insistante d'un tissu qui a été frappé fort et qui enregistre une plainte formelle. Il alla au bassin d'eau, mouilla un chiffon et le pressa sur le côté de son visage. Evelyn était à la table. Elle avait posé la Winchester et était assise, les mains à plat sur la surface en bois, regardant le vide. Et son visage avait l'expression de quelqu'un qui est de l'autre côté de quelque chose de grand et qui n'est pas encore certain de comment y exister. Le fils aîné de Voss vint à la porte. « Le marshal veut une déposition de vous deux. Il dit qu'il peut la prendre ici ou à Prospect Creek. À vous de choisir. »« Ici, » dit Ethan. Le fils hocha la tête et ressortit. Ethan s'assit en face d'Evelyn. Il posa le chiffon humide sur la table. Il la regarda. Elle le regarda en retour. « Votre visage, dit-elle. »« Ça ira, dit-il. » Elle tendit la main à travers la table, prit le chiffon et le lui tendit avec un regard qui disait qu'elle ne commentait pas sa capacité à gérer ses propres blessures, mais qu'elle faisait quelque chose de petit et de concret, parce que la situation n'offrait actuellement rien de plus grand à faire. Il prit le chiffon. « C'est fini, dit-elle. » Les mots semblaient se tester eux-mêmes alors qu'elle les disait, comme si elle vérifiait leur exactitude. « Crow est en détention, dit-il. Grant a les documents. Le transfert est gelé. » Il marqua une pause. « Le processus légal prend des mois, mais la partie qui nous obligeait à tirer sur les gens, je pense que cette partie est terminée. » Elle faillit sourire. C'était petit, très fatigué et complètement sincère. « August Hale, dit-elle après un moment, au bureau foncier fédéral. Je dois lui remettre les originaux officiellement. Et je dois contacter le chemin de fer,
leur faire savoir la situation du contrat et le processus de succession pour la succession de mon père. Une chose à la fois, dit-il. Elle s'arrêta. Une chose à la fois, répéta-t-il. Tout ne va pas s'effondrer dans l'heure qui vient. Elle le regarda, et la respiration qu'elle prit, lente, délibérée, le genre que l'on prend quand quelqu'un vous donne la permission de la prendre, était différente de toutes les respirations qu'il l'avait entendu prendre depuis 4 jours, depuis qu'il l'avait sorti de cette cave. Pas la respiration contrôlée d'une femme se gérant sous pression. Quelque chose de plus facile que ça. Quelque chose qui coûtait moins. Je ne sais pas comment faire ça, dit-elle doucement. Ralentir. J'ai planifié la prochaine étape dans ma tête depuis si longtemps. Je ne suis pas sûr de savoir à quoi ça ressemble quand il n'y en a pas. Il y a toujours une prochaine étape, dit-il. Elle n'est juste pas toujours en feu. Elle le regarda un moment. Puis elle dit, « Ethan. » « Oui. C'était la deuxième chose courageuse que vous m'ayez dite, dit-elle. Il tenait le chiffon sur sa pommette. « Quelle était la première? »« Que vous êtes resté parce que je n'ai pas craqué, » dit-elle. « Vous auriez pu partir ce matin-là, après la cave, après les papiers. Vous auriez pu tout remettre au bureau du comté et partir. Vous aviez ce pourquoi vous étiez venu, les droits sur l'eau. » Il resta silencieux. « Vous êtes resté, dit-elle, à travers les cavaliers sur le chemin du ruisseau, le trajet jusqu'à Prospect Creek, l'incendie, la pente d'ardoise et Crow dans votre propre cabane. » Elle marqua une pause. Tout cela a été choisi. Rien de tout cela n'était une obligation. Il tourna le chiffon dans ses mains. « Non, dit-il. Ce n'était pas le cas. »« Pourquoi ?» dit-elle. La même question qu'elle avait posée la première nuit dans la cabane avec le petit feu, mais la posant maintenant d'un endroit différent. Pas de la lassitude prudente d'une femme évaluant encore si elle pouvait lui faire confiance, mais de quelque part au-delà de ça. De l'autre côté de 4 jours de preuve. Il la regarda à travers la table. « Parce que vous valiez la peine de rester, » dit-il. C'était évident dès les 5 premières minutes. Elle soutint son regard. Quelque chose traversa son expression. Pas de la surprise, pas exactement. Mais la qualité particulière d'une personne recevant quelque chose qu'elle avait commencé à croire tranquillement qu'elle n'obtiendrait pas. La simple déclaration, sans théâtralité, d'un fait. Dehors, le fils de Voss parlait au marshal. Les chevaux bougeaient dans la cour. L'après-midi d'été pressait sa chaleur sur la crête et sur la vallée en contrebas, là où la fumée de la grange des Hartwell s'élevait encore en une fine colonne contre le ciel. Et dans la cabane sur la crête de Bitterroot, l'homme qui était venu pour les droits sur l'eau et était resté pour quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé. Et la femme qui avait compté les pierres dans le noir pendant 11 semaines et avait refusé de craquer, étaient assis l'un en face de l'autre dans le silence particulier de 2 personnes qui ont traversé le pire de quelque chose ensemble et qui sont encore toutes les 2 là. Le marshal frappa à la porte ouverte. « Les amis, prêts quand vous le serez. » Ethan se leva. Il offrit sa main à Evelyn. Pas comme on offre une main pour aider quelqu'un à se lever, mais comme on l'offre à quelqu'un avec qui on va quelque part. Elle regarda sa main, puis elle la prit et se leva. Ils sortirent de la cabane ensemble, dans la lumière de l'après-midi, et le marshal attendait, et la vallée était en dessous d'eux, avec sa grange brûlée, sa ferme debout, et sa cave vide, et au-dessus d'eux, la chaîne de Bitterroot soutenait le ciel d'été, comme elle l'avait toujours fait. Solide, indifférente, énorme et entièrement inchangée par tout ce qui s'était passé en dessous. Mais quelque chose en dessous avait changé, et ils le savaient tous les 2. Le marshal prit leur déposition sur le porche de la cabane. La lumière de l'après-midi commençait son long déclin vers l'ouest. Et tout le processus fut méthodique, approfondi, et prit la meilleure partie de 2 heures, car le commissaire Grant avait envoyé des instructions spécifiques sur la documentation. Et le marshal était le genre d'homme qui suivait les instructions spécifiques à la lettre. Ethan répondit à chaque question de la même manière plate et minimale qu'il faisait tout. Evelyn répondit aux siennes avec la clarté structurée de quelqu'un qui avait préparé ce témoignage dans sa tête pendant 11 semaines, et qui le livrait maintenant à la première personne ayant l'autorité réelle d'agir. Elle n'embellit pas. Elle n'adoucit pas. Elle donna des dates, des noms, des actions spécifiques. Le langage spécifique que Crow et Mercer avaient utilisé, la séquence exacte des événements depuis la mort de son père, en passant par le faux testament, la cave, jusqu'à Prospect Creek. Le marshal nota tout, le relut, posa 3 questions de clarification.
Puis il ferma son carnet et dit « Le commissaire Grant voudra vous voir tous les deux à Prospect Creek dans 3 jours pour une déposition formelle. Pouvez-vous le faire? » « Oui, » dit Evelyn. « Une dernière chose, » dit le marshal. Il regarda Ethan. « Les 2 hommes de l'approche du chemin du ruisseau, ceux que vous avez désarmés il y a 2 nuits. Ils se sont rendus au bureau du shérif à Dearborn ce matin. Apparemment, ce que vous leur avez dit sur ce sentier était assez persuasif pour qu'ils décident que la détention fédérale était préférable à ce qui allait suivre. » Ethan ne répondit rien à cela. Le marshal hocha la tête une fois, mit son chapeau et se dirigea vers son cheval. Le fils aîné de Voss, qui s'était avéré avoir atteint Helena en moins de 2 jours en chevauchant toute la nuit et en changeant de cheval à un relais qu'il connaissait d'un précédent convoi de bétail, vint sur le porche avant de monter et dit à Evelyn « August Hale du Bureau foncier fédéral vous envoie ses salutations, mademoiselle Hartwell. Il a dit de vous dire qu'il a déjà commencé l'examen d'authentification des documents que le commissaire Grant a transmis. Et il s'attend à ce que la succession Hartwell soit formellement confirmée dans les 60 jours. » Evelyn reçut cette information avec la même immobilité qu'elle recevait la plupart des choses. Puis elle dit « Veuillez remercier votre père pour tout, et merci à vous. » Le jeune homme toucha son chapeau et descendit le sentier avec le marshal. Et le son des chevaux diminua sur la face est, puis ce fut le silence. Juste eux deux sur le porche de la cabane, avec le soir d'été s'installant autour d'eux. Et la vallée en contrebas montrant le dernier mince filet de fumée de la grange qui avait brûlé ce matin-là. Evelyn se tenait au bord du porche et regarda la vallée pendant un long moment sans parler. Ethan s'appuya contre le mur de la cabane, la regarda et ne dit rien. Car elle faisait quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Elle regardait la terre qui était de nouveau à elle, officiellement, ou le serait dans 60 jours. Et elle faisait le lent travail intérieur d'absorber ce que cela signifiait, après 11 semaines où on la lui avait prise. Finalement, elle dit sans se retourner, « Je dois descendre à la maison du ranch ce soir. » Il dit, « Ce soir, dit-elle. Je dois la voir. Je dois me tenir dans cette cuisine. » Il comprit, « Je viendrai avec vous. » Elle se tourna. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je sais, dit-il. » Elle soutint son regard un moment. Puis elle se retourna vers le sentier et dit, « Apportez la lanterne. » Ils descendirent dans les dernières lueurs du jour, et arrivèrent au ranch Hartwell, alors que le ciel devenait du bleu profond qui précède l'obscurité totale. La grange était une ruine, refroidissant maintenant. La structure s'était effondrée sur elle-même, une odeur de charbon qui resterait dans l'air pendant des jours. La ferme se tenait, endommagée sur le mur est, mais debout. La façon dont quelque chose se tient quand il a été construit avec l'intention de durer. Evelyn franchit la porte d'entrée la première. Ethan la suivit avec la lanterne et la leva pour que la lumière la précède dans la cuisine dépouillée. Elle s'arrêta au centre de la pièce. Elle regarda le sol, le tapis tressé qu'Ethan avait repoussé avec sa botte 5 jours plus tôt. Le tapis était toujours là, repoussé sur le côté. Et la trappe était toujours là, ouverte, comme il l'avait laissée quand il l'avait soulevée et l'avait trouvée. Elle s'approcha du bord et regarda dans l'obscurité. Il approcha la lanterne à côté d'elle pour que la lumière descende dans la cave. Les murs de pierre, le sol de pierre, le coin où il l'avait trouvé, pressé contre la fondation, les genoux ramenés, les poignets bandés et les yeux brûlants. Elle la regarda longuement. Il la laissa regarder. 147 pierres, dit-elle doucement. Vous les avez comptées? Dit-il. Chaque mur, du sol au plafond. Elle marqua une pause. Le mur nord en a 63. Le mur sud en a 41. Le mur est en a 28. Le mur ouest en a 15. Elles sont plus grandes du côté ouest, des pierres de rivière au lieu de pierres de carrière. Mon père a construit cette cave lui-même, la première année où il a eu la propriété. Il me l'a dit quand j'étais petite. Elle marqua une pause. J'y ai beaucoup pensé là-dedans, que ses mains avaient posé ces pierres. Ethan ne dit rien. Il tenait juste la lanterne. Je n'avais pas peur, dit-elle. Pas comme on pourrait le penser. Les 3 premiers jours, j'avais peur. Après ça, j'étais en colère. Et après la colère, j'étais juste déterminé. Je n'arrêtais pas de penser. Dès que je sortirai d'ici, je sais exactement ce que je vais faire. J'avais toute la séquence planifiée. Elle leva les yeux de la cave. Et puis vous avez trouvé le plancher creux avant que j'aie résolu la partie sortir. Et tout s'est passé plus vite que je ne l'avais prévu. Vous vous êtes adapté, dit-il. J'ai eu une bonne aide, dit-elle. Elle se pencha.
attrapa la trappe par son anneau de fer et la referma, solide et finale, la porte se remettant en place dans le sol avec le poids de quelque chose qui a fini d'être ce qu'il était. Elle se releva et regarda la porte fermée un moment, puis elle se tourna et regarda Ethan. « Je veux reconstruire la grange, dit-elle, plus grande que l'original, et je veux réparer le mur avant l'arrivée de l'hiver, et je veux planter le pâturage sud au printemps prochain. Mon père disait toujours que le sol de ce pâturage était le meilleur de la vallée, mais il n'a jamais pris le temps de le travailler correctement. » Elle marqua une pause. « Il y a beaucoup à faire. » Il la regarda. « Oui, ça prendra du temps, dit-elle. Des années probablement, pour amener ce ranch à ce qu'il pourrait être. »« Oui, dit-il de nouveau. » Elle le regarda fixement. « Vous êtes venu ici pour les droits sur l'eau. »« C'est vrai, dit-il. Vous les avez, dit-elle. Je le mettrai par écrit correctement une fois que la succession sera formellement confirmée. Vous êtes venu ici pour les droits sur l'eau, et vous les avez plus que mérités. » Elle marqua une pause. « Vous pourriez retourner à la crête, à votre cabane, à la vie que vous aviez avant que votre botte ne trouve ce plancher creux. » Elle le dit directement, sans amertume, pas comme un reproche, mais de la même manière honnête qu'elle disait tout. Ce serait une chose raisonnable à faire. Il posa la lanterne sur le sol entre eux. « Ce le serait, dit-il. Vous avez dit que vous étiez monté à la montagne parce que la montagne ne vous demande pas de justifier vos choix, dit-elle. Juste de les faire correctement. J'ai dit ça, dit-il. Je ne suis pas la montagne, dit-elle. Je suis une femme avec un procès en cour fédérale, une grange brûlée, une ferme endommagée, 11 semaines de dette. Je dois de l'argent à des gens qui m'ont aidé, et plus de travail devant moi que n'importe quelle personne ne peut faire seule. » Elle garda les yeux sur lui. « Je ne suis pas une situation simple. »« Non, dit-il. Vous ne l'êtes pas. »« Alors, dit-elle, quel est votre choix correct, Ethan ?» La lumière de la lanterne bougeait entre eux dans un petit courant d'air de la porte ouverte, et la cuisine était silencieuse autour d'eux. Et quelque part dehors, les premiers insectes nocturnes commencèrent dans l'herbe, avec le son que font les soirs d'été quand ils se sont installés en eux-mêmes. Il la regarda, la femme qui avait compté les pierres dans le noir et refusé de signer un papier pendant 11 semaines, qui avait tiré un coup de semonce alors qu'elle était seule sur une montagne, qui était entrée dans le bureau d'un commissaire fédéral et avait démantelé 18 mois de construction criminelle en moins d'1 heure. La femme qui avait tenu une Winchester sur Silas Crow avec des mains parfaitement stables, qui avait fermé une porte de cave comme si elle fermait un chapitre, et qui parlait déjà de ce qu'elle allait planter dans le pâturage sud au printemps prochain. Il dit « Je ne retourne pas à la crête ». Elle attendit. « Je suis monté ici il y a 6 ans parce que je ne trouvais pas de raison d'être avec les gens qui soient plus fortes que les raisons de ne pas l'être, dit-il. J'étais bon pour être seul, je m'améliorais chaque année. » Il ramassa la lanterne. Et puis j'ai acheté un lopin de terre dont j'avais besoin, et j'ai trouvé un plancher creux que je ne cherchais pas. Et tout ce sur quoi j'avais bâti ce silence a cessé de faire le même argument qu'avant. Elle était immobile. « Je ne retourne pas à la crête, répéta-t-il. Si vous voulez de l'aide. » Elle le regarda longuement avec ses yeux prudents et brûlants. Puis elle dit très doucement, « Le pâturage sud aura besoin d'une clôture importante avant que nous puissions le planter. » Il faillit sourire. C'était un vrai cette fois, pas le presque. « Je peux construire une clôture, dit-il. Je sais que vous le pouvez, dit-elle. J'ai vu votre cabane. » Le presque devint la réalité. Ça changea tout son visage, pas de façon spectaculaire, pas comme les choses changent chez les gens qui jouent leurs sentiments, mais de la façon dont les choses changent chez les gens qui les ont tenues avec soin et qui les posent enfin. Elle ne sourit pas en retour. Elle fit quelque chose de plus silencieux. Elle tendit la main et prit la lanterne de sa main, non pas parce qu'elle avait besoin de la lumière, mais parce que c'était quelque chose à faire avec ses mains dans un moment qui était plus grand que ce que l'un ou l'autre avait des mots pour. « Il n'y a plus de meubles dans la maison, dit-elle. J'ai remarqué, dit-il. Nous pouvons prendre ce dont nous avons besoin en ville demain. Nous le pouvons, dit-il. Elle se dirigea vers la porte, la lanterne à la main, et il la suivit. Et ils sortirent de la ferme Hartwell dans l'obscurité totale d'une nuit de juillet, au fond de la vallée du Montana. Et les étoiles au-dessus de la chaîne de Bitterroot étaient de la brillance dense, indifférente et particulière des étoiles de haute altitude, qui ont été là plus longtemps que n'importe quel problème humain et qui seront là longtemps après. Mais ça, c'était alors. Et les semaines suivantes ne furent pas calmes. Elles furent le travail spécifique,
harassant et satisfaisant de la réhabilitation. La déposition du commissaire Grant prit une journée entière à Prospect Creek et produisit 47 pages de témoignages. Keithan entendit plus tard décrire par l'avocat fédéral chargé de l'affaire comme l'exemple le plus documenté de fraude foncière territoriale qu'il ait rencontré en 11 ans de pratique. Caleb Mercer, face aux accusations multiples et aux preuves documentaires de sa propre piste de papier soigneusement construite, retournée contre lui, négocia un accord de coopération en 2 semaines et fournit un témoignage contre Silas Crow qui combla toutes les lacunes restantes de l'affaire. Crow lui-même ne négocia pas. C'était dans son caractère. Il assista à l'audience préliminaire à Helena avec la même expression dure et calculatrice qu'il avait dans la cabane sur la crête. Il ne dit rien et laissa son avocat commis d'office parler. Et l'avocat n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, car les preuves étaient ce qu'elles étaient, et le témoignage d'Evelyn Hartwell était ce qu'il était. Et aucune architecture légale ne pouvait reconstruire une structure que son propre architecte avait déjà démantelée de l'intérieur. Wade Greer, le shérif du comté, démissionna de son poste le matin où l'acte d'accusation fédérale le nomma comme facilitateur conscient de la détention illégale. Il quitta le comté avant midi ce jour-là, et personne qui le connaissait bien ne prétendit être surpris. Le courtier foncier territorial de Missoula était une affaire distincte et une juridiction fédérale distincte, et prit plus de temps. Mais August Hale, au bureau foncier, attendait quelque chose de concret sur ce courtier particulier depuis 2 ans, et l'affaire Hartwell lui donna de quoi agir. Tout cela était la machine légale faisant ce que la machine légale fait quand on lui donne les bons documents, le bon témoignage et le bon moment pour agir. C'était important, c'était nécessaire, mais ce n'était pas, en fin de compte, ce qui comptait le plus dans ces semaines. Ce qui comptait le plus, c'était la grange. Hector Voss se présenta la 2e semaine avec ses 2 fils et 4 voisins supplémentaires, parce que c'était ce que les gens de la vallée de Bitterroot faisaient quand un tort avait été réparé et qu'un lopin de terre se remettait sur pied. Ils se présentèrent avec des outils, de la main-d'œuvre et la solidarité tacite spécifique de gens qui comprenaient que ce qui était arrivé au ranch Hartwell pouvait arriver à n'importe lequel d'entre eux, et que le reconstruire était une chose qu'ils faisaient ensemble. Evelyn se tenait dans la cour le matin de leur arrivée. Elle regarda les 8 hommes descendre des chariots avec du bois et des outils, et quelque chose arriva à son visage qu'elle ne géra pas comme elle gérait la plupart des choses. Ça la traversa ouvertement. La gratitude et le chagrin, ensemble, comme ils viennent toujours quand quelque chose de perdu est rendu par les mains des vivants. Elle remercia Voss. Il lui dit qu'il n'y avait pas besoin. Elle dit qu'il y en avait, et le pensait, et il l'accepta. Ethan travailla aux côtés des hommes de Voss et des voisins pendant ces jours, sans qu'on le lui demande et sans qu'on l'en remercie. Parce que le travail était là, et il était là, et c'était suffisant. Il était bon avec le bois, meilleur que ce à quoi ils s'attendaient tous. Ce qui en disait long sur ce qu'ils avaient supposé d'un homme descendu de la montagne. Et rien du tout sur lui. Il travailla sans beaucoup parler, et sans avoir besoin de directives. Et à la fin du 3e jour, la nouvelle charpente de la grange était debout. Et elle était, comme Evelyn l'avait dit, plus grande que l'original. Elle sortit à la fin de ce 3e jour et se tint à regarder la charpente dans la lumière de fin d'après-midi. Et elle dit à personne en particulier, « Mon père aurait approuvé. » Un des fils de Voss dit, « Il aurait dit qu'elle aurait dû être plus grande. » Elle rit. C'était la première fois qu'Ethan l'entendait rire pleinement. Pas le sourire presque contrôlé, mais un vrai son d'amusement sincère qui venait de quelque part de non gardé et de réel. Il était à 20 pieds de là, martelant une traverse, et il s'arrêta une seconde quand il l'entendit. Elle le surprit en train de s'arrêter. Leurs regards se croisèrent à travers la cour. Elle détourna les yeux la première, mais pas comme les gens détournent les yeux quand ils cachent quelque chose. Mais comme les gens détournent les yeux quand ils ont montré quelque chose de réel et n'ont pas encore décidé comment le tenir au grand jour. Les voisins rentrèrent chez eux à la fin de la semaine. Voss et son fils restèrent un jour de plus pour finir le bardage de la grange. Puis eux aussi se mirent en selle, et Voss serra la main d'Ethan à la barrière avec la poignée ferme d'un homme qui a évalué un autre homme par le travail partagé et l'a trouvé solide. « Vous restez ?» demanda Voss. Directement, comme les hommes plus âgés de la vallée posent les questions. « Oui, dit Ethan. Voss hocha la tête. « Bien.
Il monta à cheval. Cette vallée avait besoin de quelqu'un qui en vaille la peine sur ce lopin de terre depuis longtemps. Il tourna son cheval vers le sentier et ajouta sans regarder en arrière. Elle en vaut la peine aussi, au cas où il faudrait le dire. Ce n'était pas nécessaire, mais Ethan ne le dit pas. 3 semaines après la déposition, une lettre arriva d'August Hale, du bureau foncier fédéral. Evelyn la lut à la table de la cuisine, qui avait de nouveau une table, et des chaises, et une boîte de café sur le poêle, et des rideaux qu'elle avait faits elle-même avec du tissu acheté en ville, car ceux qui avaient été arrachés étaient irrécupérables. Elle lut la lettre 2 fois, puis elle la posa sur la table et la regarda. Ethan était en face d'elle. Il attendit. « La succession est confirmée, dit-elle. 62 jours, pas 60. Il s'excuse pour les 2 jours supplémentaires. » Quelque chose dans sa voix faisait ce qu'elle faisait quand elle gérait plus d'émotions qu'elle ne voulait en montrer, c'est-à-dire devenir très précise. L'acte de concession Hartwell est formellement restauré. Le contrat avec le chemin de fer est rétabli à mon nom. Le faux testament a été annulé et versé au dossier. Elle marqua une pause. C'est fait. Il la regarda. Elle regarda la lettre. Le nom de mon père est lavé, dit-elle. Et sa voix ne resta pas précise pour cette phrase. Elle changea, juste pour cette phrase, en quelque chose qui n'était pas du tout géré. Quelque chose qui était les 11 semaines, les pierres, les longs mois du processus légal et le chagrin sous-jacent à tout cela. Qu'elle n'avait pas eu le temps ou l'espace de ressentir pleinement jusqu'à maintenant. Dans cette cuisine, avec une lettre sur la table, la grange debout dehors, et plus personne à combattre. Elle ne pleura pas. Elle pinça les lèvres, respira à travers, et s'assit avec, comme elle s'asseyait avec les choses difficiles. Directement, sans broncher. Ethan tendit la main à travers la table et posa sa main sur la sienne. Elle baissa les yeux sur sa main. Puis elle retourna la sienne et la serra. Ils restèrent assis comme ça un moment, dans la cuisine qui avait de nouveau une table. Avec la lettre entre eux, la lumière d'été entrant par les nouveaux rideaux, et le son de la vallée dehors faisant ce qu'elle faisait toujours. L'herbe, le vent, le ruisseau, et la vie ordinaire et continue d'un lieu qui avait survécu à ce qu'on lui avait fait. Puis elle dit, « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit au Marshal. » Il la regarda. « La nuit où ils m'ont mise dans la cave pour la première fois, dit-elle. Silas Crowe se tenait en haut de l'échelle, me regardait et disait, « Vous le signerez ou vous pourrirez là-dedans. Et dans tous les cas, cette vallée deviendra ce qu'elle a toujours été censée être. » Elle marqua une pause. Je l'ai regardé du bas de cette échelle, et j'ai dit, « Vous ne posséderez jamais cette terre. Pas parce que la loi ne vous le permettra pas, mais parce que la terre ne le permettra pas. » Elle marqua une autre pause. Il a ri. Il pensait que j'étais sentimental. « Vous ne l'étiez pas, » dit Ethan. « Non, dit-elle. Je le pensais de manière pratique. La terre connaît les mains qui l'ont bâtie. Elle garde la forme des gens qui l'ont travaillé avec intention. On peut falsifier un acte, mais on ne peut pas falsifier ça. » Elle regarda la fenêtre. Silas Crowe n'a jamais compris ce que mon père a construit ici. Il comprenait le contrat avec le chemin de fer, les droits sur l'eau et la valeur des actifs. Il n'a jamais compris que ces choses poussent de quelque chose qui ne peut être transféré dans un document. Ethan resta silencieux. « Vous le comprenez, » dit-elle. Il la regarda. « La façon dont vous avez construit votre cabane, » dit-elle. « La façon dont vous connaissez la montagne, la façon dont vous travaillez aux côtés des gens, sans avoir besoin qu'on vous dise quoi faire, ou qu'on vous remercie de le faire. C'est la même chose que mon père avait. La chose que Crowe ne pourrait jamais acheter, falsifier ou prendre par la force. » Elle se tourna pour le regarder directement. « C'est pourquoi je vous veux ici. Pas parce que j'ai besoin de la main-d'œuvre, bien que ce soit le cas. Pas parce que vous m'avez sauvé la vie, bien que vous l'ayez fait. Parce que vous êtes le genre de personne que cette terre est censée avoir sur elle. » La cuisine était très silencieuse. Il la regarda longuement. La femme précise, prudente et brûlante, qui avait survécu 11 semaines dans une cave en pierre, et en était sortie en planifiant au lieu d'être brisée. Qui avait ri de quelque chose que le garçon Voss avait dit sur la grange de son père? Qui tenait sa main dans une cuisine et lui disait la vérité sur les choses sans les enjoliver? Evelyn, dit-il, la première fois qu'il utilisait son nom sans le titre. Ça sortit directement, comme les choses sortaient quand il les pensait. Elle entendit la différence.
Il le vit s'enregistrer dans ses yeux. « Je suis venu ici pour les droits sur l'eau, dit-il. C'est la vérité. Mais ce pourquoi je reste n'a rien à voir avec les droits sur l'eau. Et je pense que vous le savez. Et je pense que vous le savez depuis un moment. Et je le dis clairement maintenant, parce que vous avez été franche avec moi dès les 5 premières minutes et que vous méritez la même chose. » Elle le regarda. « Je reste à cause de vous, dit-il spécifiquement. Pas la terre, pas le travail, pas la situation pratique, vous. » Il marqua une pause. « Si cela change quoi que ce soit à ce que vous avez dit, vous devriez le dire. » Elle était très immobile. Puis elle dit « Ça ne le change pas. » « Ça le confirme. » Il soutint son regard. Elle soutint le sien. Dehors, l'été faisait ce que les étés du Montana font dans la seconde moitié de juillet, brûlant chaud au milieu de la journée et se rafraîchissant vite la nuit. La lumière durant plus longtemps que n'importe où ailleurs. Le ciel si grand qu'il vous faisait sentir la petitesse de tout ce qui se trouvait en dessous, comme une sorte de soulagement plutôt qu'une diminution. Le pâturage sud était visible depuis la fenêtre de la cuisine. Brun, non travaillé, et plein du meilleur sol de la vallée, attendant le printemps prochain. La grange se tenait. Bois neuf, plus grande que l'original, construite par 8 hommes en 3 jours. Parce que la vallée avait décidé que ce lopin de terre et la femme qui s'y trouvait méritaient que quelque chose soit reconstruit. La ferme se tenait. Murs et réparés, nouveaux rideaux, meubles achetés en ville et transportés. Le sol de la cuisine, avec son tapis tressé, reposait sur une trappe fermée qui ne serait plus jamais verrouillée de l'extérieur. Et à la table de cette cuisine, Evelyn Hartwell posa la lettre de son père sur le bois. Et Ethan Callahan ne lâcha pas sa main. Et aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. Car ce qui était dans la pièce entre eux avait dépassé le point où les mots étaient le bon outil. Plus tard, beaucoup plus tard, quand la lumière fut partie, que le poêle eut besoin d'être alimenté, et que les affaires ordinaires d'une soirée durent être réglées, elle dit « La clôture pour le pâturage sud. Vous avez dit que vous pouviez construire une clôture. »« Je le peux, dit-il. Ça prendra la majeure partie du mois d'août, dit-elle. Août est un bon mois pour clôturer, dit-il. Elle se leva pour alimenter le poêle. Il se leva pour rentrer le bois. Il se déplaçait dans la cuisine dans la coordination facile et tacite de 2 personnes qui ont traversé assez de choses ensemble pour que la proximité soit devenue naturelle plutôt que négociée. À un moment donné, elle dit sans se détourner du poêle, « Mon père disait que la vallée récompense la patience, que tout ce qui vaut la peine d'être eu ici prend plus de temps que vous ne le pensez, coûte plus cher que vous ne l'aviez prévu, et vaut plus que l'un ou l'autre. » Il avait raison, dit Ethan. Elle se tourna, le regarda à travers la cuisine à la lueur de la lampe. Cet homme qui était descendu d'une montagne pour des droits sur l'eau et était resté pour quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre avait prévu. Oui, dit-elle, il l'avait. La lampe brûlait entre eux. La vallée dehors était sombre, silencieuse et entière. Les documents étaient classés. Les criminels étaient en détention. La terre était confirmée. Et le pâturage sud attendait le printemps, avec la patience d'un bon sol, à qui on n'a jamais demandé d'être moins que ce qu'il est. Evelyn Hartwell n'est pas retournée dans l'obscurité, et Ethan Callahan n'est pas retourné au silence. Ils sont restés sur la terre que son père a bâtie, et qu'elle a refusé de céder, et qu'il a choisi sans obligation, et ce qu'ils ont construit là ensemble, sur le sol qui se souvenait des mains qui l'avaient travaillé, n'était pas une histoire de sauvetage. Ce n'était pas une dette remboursée ou une transaction achevée. C'étaient 2 personnes qui avaient chacune appris séparément à survivre seules et qui avaient trouvé dans le coin le plus inattendu du plus inattendu.